une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre. Alright, c'est parti. Le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Des fois, on parle de rôle, des fois, non. Je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. What's up? Écoute, cette semaine, Dom. Ouais. Ça a bien été sur les commanditaires cette semaine. Ouais, c'est ça. On est commandité par nous-mêmes aujourd'hui. Ouais, exactement. On est commandité par Vegan mais pas plate. Oui, hey, c'est vrai dans le fond. Ouais, OK. Cette semaine, le Sans Filtre est présenté par Vegan mais pas plate. Écoutez, Vegan mais pas plate, c'est l'entreprise que j'ai avec ma blonde. On a un site web, allez voir là-dessus. On est sur Facebook. Allez nous suivre sur Facebook. Vegan mais pas plate sur toute la ligne. On a des plats surgelés au Costco de Boucherville en ce moment. On espère être dans d'autres Costco prochainement. On vous garde à l'affût. That's it. Ton livre de recettes, est-ce qu'on peut l'acheter en ligne? Ouais, on peut l'acheter en ligne. C'est une vraie question. Oui, on peut l'acheter en ligne sur veganmaisplasplate.com. Ah ouais, puis tu aurais-tu un code promo pour nos auditeurs? Ah, écoute, vite de même, le podcast sort demain. Je pense pas que j'ai le temps de régler ça, là, mais... Allez l'acheter quand même. Ouais, allez l'acheter quand même. Le prix est bon. C'est hot, puis tu sais, vous le savez, on parle de véganisme souvent au Sans Fil Podcast. C'est un sujet qui m'habite, Dom est végétarien. Écoutez, probablement que si vous nous écoutez, vous commencez à être sensibilisé ou non. Mais si vous l'êtes, en tout cas, allez voir sur veganmaisplasplate.com. Oh yeah! Merci. Cette semaine, on a reçu au podcast notre ami Thomas Levac qui fait son propre podcast puis qui l'enregistre ici. Fait qu'on le croise, on le voit souvent. Puis un gars avec qui j'aime vraiment beaucoup avoir des discussions avant ou après ses podcasts. Souvent, on chill au studio puis on jase. C'est un gars super intéressant, super passionné par plein d'affaires. Un gars qui a quand même beaucoup de connaissances puis qui était une personne intéressante avec qui parler. Tout à fait. On a abordé le podcast en parlant de cinéma direct puis on a parlé beaucoup de cinéma. Donc, si ça vous intéresse ou si vous voulez découvrir un peu plus le cinéma puis avoir des suggestions peut-être de films à écouter. On parle de beaucoup de films. Là. On parle de beaucoup de films, des films qui nous ont marqués, des films qui nous ont changé, qui nous ont fait aimer le cinéma. Fait que pour tout amateur de ce médium, de cet art, je vous recommande cette discussion. On a eu un bon débat autour du film de Joker, un film qui a été marquant cette année, là, un film sur ce personnage de Batman, de Joker, qui est sorti cette année avec... Joaquin Phoenix, faut-tu dire le J? Oui. Joaquin ou Joaquin? Puis un bon débat parce qu'on avait tous les deux des interprétations puis des opinions finalement quand même diamétralement opposées sur le sujet, mais ça a été intéressant de creuser un petit peu. Je pense qu'on était un microcosme de la réception de ce film-là dans la société. Ouais, parce qu'il y a eu un clivage, il y a eu un débat autour de ce film-là, puis on a eu ce débat-là avec lui autour de cette table. C'est super le fun. Puis après ça, on a complètement dévié le sujet vers la sexualité. On a eu une transition vraiment smooth. Seamless transition qu'ils disent en anglais. Smooth, vous allez remarquer. En fait, vous remarquerez même pas quand on change de sujet. Tellement que ça se fait naturellement. Mais Thomas est un passionné de la sexualité, de parler de sexe, là, de cul, finalement. Puis on pouvait pas éviter le sujet avec lui. Fait que vers la dernière partie, on a parlé un petit peu d'aborder ce thème-là. On a parlé de pornographie, de l'impact que ça a sur la société, les diverses manières de vivre sa sexualité, qui c'était super intéressant. Donc, on remercie Thomas d'être venu ici, puis on espère que vous allez aimer ça. Sinon... Ouais, écoutez, laissez des commentaires, participez à la discussion. On a eu... C'est une des fois où est-ce que je crois qu'on a le plus débattu sur le Sans Filtre podcast. Oh, ouais. Fait que participez à la discussion. Évidemment que... puis là, je vous dis ça aux auditeurs du Sans Filtre. Je sais que vous êtes des êtres extrêmement intelligents, mais les débats, c'est vraiment plus pertinent quand c'est fait dans le respect. Puis quand c'est pas respectueux, on les lit pas puis on participe pas vraiment non plus à la conversation. Fait que amenez votre point dans le respect, ça va nous faire plaisir de le lire, puis optimalement d'y répondre. Laissez-nous, abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous des commentaires, laissez-nous un thumbs up, laissez-nous un rating sur Balado, laissez-nous un commentaire aussi sur les plateformes de streaming. Ça fait son bout de chemin. Puis sans plus attendre, bon podcast. Rock! Thomas. Allô? Yes. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là. C'est un plaisir. La table s'est tournée pour toi. Ouais. T'es du côté de l'invité du Sans Filtre. Oui.
mais tu es aussi du côté de l'invité de ton podcast à toi. Podcast de Thomas Levac. C'est comme votre podcast, sauf qu'on est juste deux et il y a des codes d'écoute. Ouais. Contrairement à moi, il n'y a personne. Vous, il y a des codes d'écoute. C'est la différence. Sinon, même affaire. Mais tu as reçu des invités qui étaient cool là, dernièrement. Moi, la semaine passée, on t'a reçu Martin Matt. Oui! C'était le fun, ça. C'était hot. Y es-tu disponible sur ton Patreon? T'as-tu lancé ton Patreon? Mais c'est quand est-ce que ça va être disponible, ça? Je veux dire, c'est quoi pour m'obliger à mettre mon Patreon? La semaine prochaine? Oui, sans doute. Mardi, pas demain, le mardi prochain. Génial, ça va être disponible. Yes. Merci de me mettre de la pression, messieurs. Ben non, mais c'est cool. C'est qu'on peut inviter le monde à aller écouter ton podcast qui est enregistré dans nos studios ici. Quelque chose que, dans tes podcasts, des fois, tu abordes, mais j'ai l'impression que les invités embarquent pas tant que ça dans ce que toi, tu abordes. Puis là, moi, je veux sauter là-dedans parce que nous autres, on triple là-dessus, mais tu parles souvent de cinéma. Oui. Tu es un passionné de cinéma. Je me suis dit qu'en arrivant ici, je voulais, parce que tu as l'air d'un gars aussi qui aime ça, faire pas faire des listes, mais avoir des tops, des moments forts dans ton imaginaire. Là, je fais jamais ça. Tu fais jamais ça? Je trouve que l'art, faut jamais mettre ça dans des listes. Je trouve ça vraiment... C'est un truc qui me déplaît un peu du cinéma, c'est à quel point les prix et les listes sont si importantes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment ça en musique, et surtout pas, il n'y a pas ça en humour. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment... C'est très première classe, le cinéma. C'est très qui a la meilleure... les notes sont si importantes, tous les films sont cotés. Ouais. Et je trouve ça vraiment, vraiment... aberrant, je trouve ça vraiment aberrant. T'es l'inverse de mon frère Pascal qui est l'absolu mais lui, listeux. C'est différent. Lui, il fait du cinéma. Moi, je suis pas cinéaste. Il fait du cinéma, mais il est aussi critique à sa manière de cinéma. Mais la plupart des cinéastes ont vu tous les films. Ouais. C'est un tel caractère que la plupart des cinéastes ont. Moi, je suis juste un gars chez eux qui regarde des films et qui a des opinions. Mais il regarde beaucoup. Je suis sûr qu'il me plante. Je suis sûr qu'il regarde 10 fois, voire 20 fois plus de films que moi. Sans doute, là. Parce que mais il regarde 10 fois ou 20 fois plus de films que tout le monde. Ouais. Mais d'ailleurs, ce matin, parlant de prix, ils ont sorti les nominations des Oscars. Oui, j'ai une opinion là-dessus. Joker est en tête avec 11 nominations. Oui, c'est bon que les mauvais films aient des nominations puis que les bons films soient oubliés par les Oscars. Parce que les Oscars, ce qu'on observe, c'est souvent ça depuis 30 ans. C'est les bons réalisateurs le fun. Souvent, à part exception, c'est pas leurs meilleurs films qui sont récompensés. Ils sont souvent récompensés pour... leur œuvre de carrière. Ouais. Ils font un super film il y a 10 ans. 10 ans plus tard, ils font un film correct. Ils sont récompensés pour ce film-là, mais en fait, c'est... Ils font un super film, ils se font bouder une couple de fois par un succès plus populaire comme Shakespeare en amour. Là, l'année de... Je pense que c'était Private Ryan. Tu sais, juste, mettons, cette année au Golden Globe, meilleur film, c'est Once Upon a Time Hollywood qui a gagné. Je l'ai même pas vu, mais tu sais, selon les dires de tous, c'est pas le plus grand film de Tarantino. Les gens, à l'Halloween, les gens se déguisent dans les personnages de Pulp Fiction. Ben oui, c'est ça. Oui. Sauf que là, c'est ça, ce film-là a gagné. Si c'était pas Tarantino qui l'avait réalisé, aurait-il gagné? J'en doute, tu sais. Qui sait? Peut-être. Mais c'est un film super Tarantino, alors c'est aussi un film qui flatte Hollywood, là, puis Hollywood sont contents de se faire flatter la plupart du temps. Faut pas oublier que... mais c'est ça pour vrai, là, c'est comme un film rétrospectif d'histoire d'Hollywood. Les gens qui votent pour les Oscars sont extrêmement vieux. C'est des vieux gars. Fait que c'est sûr qu'un film comme Uncut Gems, qui est voici la réalité de deux juifs qui sont grandis à New York, qui comprennent rien de ça. Ouais, ben il essaie de changer ça, par exemple, parce que... Il devrait jamais le changer. Parce que c'est moins de diversité possible dans les voteurs. C'est cool de pas gagner un prix. Je veux dire, personne tripe sur Nirvana parce qu'on gagne des Grammys. Tout le monde tripe sur Nirvana parce que ça les a touchés. De l'art, ça doit toucher les gens. Tu le vois dans la culture. Un bon film, tu te dis pas ça a gagné les Oscars. Un bon film, tu le vois dans les films 10 ans plus tard. Tu vois que, mettons, les films de Scorsese. Déjà, Joker, c'est quand même comique. Joker, qui est une reprise, qui est un hommage à Taxi Driver. Taxi Driver s'est fait battre par Rocky dans les années 70. Alors, c'est ça, les Oscars. Ils sont toujours en retard. Et c'est normal que les producteurs et que les gens qui donnent de l'argent aux films soient en retard aux artistes et à la population. Je pense pas quand même qu'il y a un artiste qui cracherait sur un Oscar, mettons que tu lui donnes. Là. Moi, je suis convaincu que oui, parce que tu peux gagner un Oscar et être coincé. Pensons à Jennifer Lawrence. Elle a gagné un Oscar dans son début vingtaine. L'année d'après, elle a été nominée. Et quelques années maintenant, elle est oubliée. Elle a même pas 30 ans. Puis Jennifer Lawrence, elle joue dans rien. Il n'y a rien dans quoi Jennifer Lawrence joue, que les gens se déplacent. C'est terminé. C'est fou. Ça refait un film, ils vont dire que c'est un comeback à avoir 32 ans. Tu fais un comeback à 32 ans. Il y a des gens à 32 ans qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'avoue qu'elle, ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu nulle part. Depuis ses nudes, là. Chez nous qui ont leaké. Je sais pas s'il y a un lien entre les deux. S'il y a un lien aux États-Unis, si on voit tes seins et les gens veulent plus te voir au cinéma, je suis convaincu.
Je suis convaincu dans une société assez conservatrice. Oui. Ça se pourrait, ça. Ça se pourrait, en fait. Je l'ai dit un peu en joke, mais ça se pourrait très bien qu'il y ait un lien avec ça. Une fois que le mystère n'existe plus... Pas juste ça. Elle a sûrement une dépression parce que c'est particulier de savoir qu'il y a des centaines de millions de gens qui m'ont vu nu sans mon accord. Ça fait mal. Et je crois vraiment, vraiment que aux États-Unis, si tu... Parce que c'est particulier parce que tu peux contrôler ta sexualité. Tu peux la... Là, tu l'as pas contrôlé. Quelqu'un t'a un peu volé. Ça brise tout. Même si c'est toi qui publies une photo sur Instagram, que tu montres tes fesses, je crois que c'est toi qui l'as publié. Voilà. Il n'y a personne qui te la vole. Voilà. Madonna, elle a fait ça toute sa carrière, ça s'est bien passé. Ouais. Mais c'était elle. C'était ma sexualité, c'est moi qui décide. Elle était forte. Tu vois, on a vu les scènes de Kim Kardashian, ça a complètement ruiné sa carrière. Oui, mais elle ajoute dans rien. Premièrement, elle est riche. Elle avait une famille riche, ça change tout. Et deuxièmement, elle propose aucune œuvre d'art. Effectivement. Elle joue pas un rôle. C'est particulier de jouer un personnage quand j'imagine que ça doit être... En fait, c'est débile parce que c'est débile que dans la tête des producteurs et des spectateurs, vu qu'on l'a vu nu... peut-être j'ai peut-être une explication pourquoi le mythe est tombé. C'est que elle est une star de cinéma. Dans l'imaginaire collectif, une star de cinéma, c'est censé être le truc le plus inatteignable, le plus... Je serais jamais une star de cinéma. Quand on veut complimenter quelqu'un, tu te ressembles à une star de cinéma. C'est une espèce de déesse. Ouais. Ce qui est particulier, c'est dans ses photos. Elle a l'air de n'importe quelle fille qui monte une photo de ses seins ou de son cul. Elle a l'air de n'importe qui vient du n'importe qui envoie une nude. Voilà. Fait que peut-être que c'est ça qui a enlevé le mythe dans nos yeux. C'est que, cette grande star-là, cette millionnaire, cette fille qui est adulée, qui fait des tapis rouges, elle a un chum, puis elle se sent obligée elle montre ses seins comme n'importe qui. Et le plus comique, elle l'a même dit, une des raisons pourquoi elle envoyait ses photos de ses seins, c'est que je voulais pas que mon chum se masturbe sur de la pornographie. Alors je préférais mon corps. Elle a les mêmes, je dirais pas problème, mais les mêmes complexes que nous. D'un autre côté, si elle était brillante, tu peux utiliser ça pour être je suis comme vous, gang. Ouais. Ou juste d'assumer ce que tu fais, de juste faire oui, ça a leaké, je suis désolé. C'est tough assumer ce que tu as envie, assumer tout. Ouais, mais c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, assumer. Oui, tout le temps. Souvent, il y a des gens qui disent moi, je m'assume, mais tu t'assumes pas. Tu dis que tu t'assumes, mais c'est la perte. Si tu t'assumes, tu répéterais pas aux 20 secondes que tu t'assumes. Tu sais, s'il y avait une grosse photo là, de ton pénis qui circulait, t'essaierais-tu de la faire disparaître ou tu te dis, regarde? Man, c'est parce que tu peux pas la faire disparaître. Tu sais, moi, je pense que, mettons, au Québec, on a un bon exemple, là, Béatrice Martin, Cœur de pirate. Ouais. Ses nudes, quand ses nudes sont sortis, là, une fois que sa carrière commençait à lever, puis ses nudes, je pense pas que c'était des nudes qui avaient leaké, je crois que c'était... C'est sur un site. C'était un site, c'était une des photos de elle qui a fait ça, c'était une décision qu'elle a prise, elle a juste fait, j'ai fait ça. Maintenant, je peux pas les enlever de nulle part, là. J'ai des photos de moi à poil sur Internet. On l'a quand même assez vite oublié. Là. Ben oui. Elle a plus l'étiquette de... On pense plus à ça quand on pense à elle. C'est justement ça. Ouais. Elle a fait, j'ai fait ça. C'est quoi? Tu veux voir des seins? Mais il y a une différence des seins sur Internet. Il y a une différence entre elle, c'est une star au Québec, tandis que Jennifer Lawrence, il y a des gens en Nouvelle-Zélande qui sont allés googler. C'est différent, c'est planétaire. Ouais. Mais est-ce que ça change tout le temps que ça? Et aussi, je reviens à mon premier argument, c'est qu'au Québec, on est moins conservateur qu'aux États-Unis. Ouais, aussi, c'est ça. On oublie que dans les films maintenant américains populaires, il n'y a plus de seins. Je pense que le dernier film populaire avec des seins, c'est Titanic. Il n'y a plus de films à gros budget avec des femmes nues. Vraiment des blockbusters, là. Il n'y en a plus. Ouais. Mais je pense à aucun. Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Il n'y en a plus. Le dernier, c'est Titanic. Il n'y en a plus. Il y a plus de films à gros budget dans le but de vendre des billets de cinéma où il y a des femmes nues. C'est vrai qu'il n'y a plus de nudité vraiment au cinéma, au blockbuster, cinéma américain, cinéma états-unien. Parce que dans le Game of Thrones, il y en avait de la nudité, par exemple. Ouais, mais tu vois, quand c'est devenu mainstream, ils ont crissement enlevé cet aspect-là du show. Là. Ouais. C'est fou, ça. Quand ils ont réalisé que le monde l'écoutait pour vrai, ils ont fait « OK, là, on peut pas mettre des scènes de gang. » Ce que j'ai déjà lu aussi, c'est que c'est une manière de vendre les films en Chine et en Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, tu peux pas vendre un film si c'est du monde tout nu. OK, ouais. Comme, oui, c'est ça, sinon c'est censuré. Justement, comme la... Tu sais, t'as-tu vu le dernier Star Wars? Je déteste Star Wars. T'as pas vu le dernier film? Non, j'ai pas vu le dernier Star Wars parce que j'ai pas 17 ans. Et non, mais m'amener, là, c'était des films pour enfants, faux. Ben, c'est rendu ça, ouais. Ça a toujours été des films pour enfants. Ça a toujours été. C'est le bien contre le mal. Après l'âge de 14 ans, tu décroches du bien contre le mal. Une fois que tu vois ton père faire quelque chose de mauvais, puis tu fais OK, les gens peuvent être les deux. Mais c'est quand même hot de voir des vaisseaux volés. C'est malade. On l'a plus jamais revu. Moi, j'ai 28 ans. C'est le seul film où il y en a des vaisseaux qui volent. Moi, j'ai 28 ans, j'aime beaucoup Star Wars. Okay? C'est correct.
Puis justement, dans En le fait, dernier- non, c'est pas correct. Pourquoi tu tripes sur Star Wars? OK, on peut aller... on peut aller là-dedans. Je tripe sur Star Wars d'une manière complètement irrationnelle, en fait, parce que Star Wars, je pense que depuis le début, les gens ont une vision complètement mythique des Star Wars originaux, là, épisode 4, 5, 6, comme si c'était des films parfaits, comme si c'était des films... En fait, non, Mais- c'est des films imparfaits. C'est ce qui est génial. c'est des films très imparfaits, tu sais. A New Hope, je veux dire... C'est dans New Hope qu'il y a un soldat qui rentre une fois dans un cadre de porte. Parce que il les voyait casques, pas dans tu voyais son pas. casque. Il rentre dans le Mais en casque. plus, il dit, il fait comme on n'y voit rien dans ce casque. C'est la blague, je pense que c'est Luke qui dit ça, genre. Ah Mais ouais, tu sais, ils sont habillés dans les Stormtroopers, puis ils font on n'y voit rien dans ce casque parce que c'est comme la joke que tous les figurants qui étaient des Stormtroopers, ils se cognaient partout sur le set parce qu'ils voyaient jamais rien. Puis tout le monde sur le set de ce film-là, A New Hope, pensait qu'il était en train de faire un navet, là. Tu sais, Alec Guinness, l'acteur qui fait Obi-Wan, là, qui est un grand acteur, il était là, qu'est-ce que je calisse ici, là, c'est quoi genre cette affaire-là? Puis il était là, genre, je veux juste mon chèque de paie, genre, puis plus jamais entendre parler de ce film-là, tu sais. Finalement, ça sort, puis il était là, ça va être un navet, ça a été le plus grand blockbuster, puis ça a complètement changé le cinéma, ça a changé la manière Ça a changé Donc, les blockbusters. Ça a changé on faisait des films gros budget, tu sais, parce qu'avant ça, les studios investissaient dans des grands films d'auteur, Le Parrain, Ouais. The Deer Hunter, des films de même. Puis après Star Wars, c'est comme, OK, on a investi dans des films d'action avec cet arc, cette courbe-là, toujours la même, that's it, tu sais. Puis on sort des films l'été. Ça et Jazz, ça a changé qu'on sort des gros Ça films et l'été. Jazz. Jazz, c'est un gros Ouais, mais je succès, sais, mais je en sais. même temps. Ouais, Tu sais, c'est Spielberg et Lucas, c'était... T'as des grands amis. Grands Il amis. semblerait que ce qui a tout changé, c'est absolument tes bons films. Tu sortais pas l'été. L'été, c'est les films de série B. Et avec Jazz, ils ont réalisé, ah ouais, tous les baby boomers sont en vacances. Ben Fait qu'ils oui. vont aller au Ils vont cinéma écouter parce qu'ils les n'ont rien à faire. Ça change. Là, ça change le cinéma. Mais Star Wars, c'est une espèce d'attache. C'est uniquement... La seule raison pour laquelle les gens aiment Star Wars, c'est un attachement émotif, Ouais. nostalgique à une certaine époque. tu sais. Ou t'es un enfant, puis tu fais ça fait piou, 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 puis t'es content. Ben c'est ça, tu sais. Puis Ouais. moi, ça a été... Quand j'étais jeune, mes frères m'ont fait écouter les vieux Star Wars, puis la trilogie 1, 2, 3 là, sortait, tu sais. Mhm. Puis... C'est pas bon, ça. C'était pas bon, mais à l'époque, moi, je m'en rendais pas compte que c'était pas bon parce que j'étais trop jeune pour m'en Ça rendre faisait compte. piou, piou, piou. Ouais. Puis c'est ça, puis... Des courses de Il y avait des courses de racer, puis tout ça. Fait Darth que Maul qui avait un sabre laser à deux côtés. Là. ça, c'était hot, par exemple. C'était Ça, hot, c'est encore hot. Hey, la scène Ça, c'est encore- la scène à la fin de Phantom Menace, c'est Ouais, quand il se ouais. bat contre Darth Maul avec la musique. Ouais. C'est une bonne scène. C'est vrai que c'est une bonne scène. Objectivement, là, Objectivement, une bonne scène. Avec la musique, c'est vrai que la musique la est musique bonne. Hein? est Moi, incroyable. j'adore que le gars qui est. Imagine, tu sais, le gars qui meurt, là, je sais plus comment il s'appelle. Qui-Gon Jinn? Oui, Liam c'est Neeson. Schindler. Ouais, J'adore c'est que Schindler se batte avec Darth Maul. C'est donc bien bizarre. Ouais, c'est Liam parfait. Neeson, c'est le gars qui a fait Large tous palette. les genres de rôles. là. C'est génial. Il est passé de j'avais sauvé tous les Juifs à ma fille se fait voler alors je torture Ouais, c'est des fou ça. En immigrants. plus, c'est comme il fait la liste de Schindler qui est un énorme film, un très grand film. Puis plus tard dans sa carrière, Taken 1, 2, 3, 91. Genre, Taken 1, 2, 3, tu sais, de suite. Voyons donc. Pour ceux qui diraient, si tu voyais mes chèques de paye de Taken. Ben oui, ils sont bien plus hauts que le chèque de paye de Schindler, sûrement. À ce moment-là, dans sa carrière. là. Je sais pas. Ouais. Probablement. Mais Schindler, c'est un énorme film aussi. Ben oui, non, mais c'est ça que je te dis. Là, mais tu sais, probablement que. Mais toi, les 3 Taken réunis, c'est probablement plus grand que Schindler. Ouais. Mais probablement même 1 pour 1, man, si tu compares les époques. Là. Ouais, ouais. Avec ou sans inflation, tu calcules. là. Je sais pas. Je suis pas économiste. Là. Mais bref, non, c'est ça. Puis Star Wars, c'est que là, quand tu mets à plonger aussi dans l'univers, puis à aller voir un peu là, tu sais, plus loin la mythologie, là, ben là, c'est carrément le côté geek qui embarque. Là, tu sais. Mais tu vois, les nouveaux, tu sais. Il n'y a rien que tu m'as dit qui me donne envie de les écouter. Fait que j'ai des devoirs. Faut que je regarde la mythologie d'un truc qui en plus qui est copié Ouais, sur mais l'autre tu vois mythologie qui Tu existe peux déjà. aussi faire autre chose que ça avec ton temps. Là, tu sais, Ouais, ouais. Je sais pas. on fait pas un plaidoyer pour utiliser Star Wars en ce moment. Tu fais vraiment ce que tu veux avec Moi, le ce temps qui me que dé... t'as. Est-ce que là où je décroche de Star Wars, c'est je veux dire, les Américains, c'est un empire, c'est un État guerrier. Ouais. Je trouve ça fou que un des trucs les plus populaires, ce soit un hommage à la guerre. Puis un hommage à la rébellion aussi, alors que tu considères que Je veux dire, si les États-Unis, c'est l'Empire. C'est là. l'Empire. Ouais, Donc, c'est les pas- rebelles, c'est qui? c'est les Irakiens. ISIS. Non, mais les rebelles, En ce c'est les moment, c'est Irakiens, les c'est les Irakiens. Afghans. là. Ouais, c'est ça pour vrai. C'est quand même ridicule. Ils sont devenus. Ce qui était au départ une critique du nazisme, parce que c'est au début, le premier Star Wars, c'est une critique du nazisme. C'est pour ça que Darth Vader perd là, en allemand. Là. Mais là, c'est devenu une espèce de métaphore qui est devenue l'Empire américain. C'est curieux.
Tu sais, je décroche un Tu peu. savais aussi que le premier Star Wars, c'est pratiquement calqué sur Un film de Kurosawa. un film, ouais, Je l'ai regardé, j'ai Kurosawa. pas vu vraiment le calcage. Ah, c'est vrai? J'ai pas observé. Peut-être que je suis pas assez brillant. Là. Ben, j'imagine que c'est calqué aussi sur tu sais, beaucoup de films de chevaliers. Mais tu sais, lui, bien c'était un contre grand mal. geek de films de japonais de samouraï. Là. Puis, tu sais, juste premièrement, le casque puis l'habillement, c'est très samouraï de Darth Vader. C'est vrai. Mais aussi tout le. Apparemment, l'histoire, mais moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas. Mais ça me paraît que là où ce qui est le grand parallèle, c'est la relation de C-3PO et le petit robot. Parce que dans le film, il y a une espèce de deux comiques qui font des choses niaiseuses. Ah ouais. Le comic relief là, Ouais. du film. Ouais. Mais ça, c'est ça pour dire que ces films-là, quand ils sont vendus à l'étranger, ben, il y a une scène dans Star Wars, dans le dernier Star Wars, puis tu sais, bon, je veux pas spoiler la fin, mais Le tu peux- bec entre deux filles. c'est là. ça, il y a bec entre deux filles, ça dure 0.5 secondes. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Puis ça a été censuré en Chine Ah ouais. à cause d'un bec entre deux filles pour 0.5 secondes. C'est sûr, ben oui. Fait que c'est clair que justement, il y a plein de décisions qui sont prises pour plaire Ah oui, c'est sûr. à la plus grande froissée personne, plaire au plus de monde possible. Fait que Mais le je bout où comprends tout le pourquoi on monde cache se des sangs. rentre des sabres laser dans le ventre, ça, il n'y a pas de problème. c'est pas de problème. Ça, c'est correct. S'il y a deux jeunes filles qui se donnent un bec, ça, on va couper ça. Exactement. La guerre, par contre, ça, il C'est que c'est fou. n'y a pas de problème. Et aussi l'idée que dans la vie, il y a un bon côté, un mauvais côté, il n'y a pas de problème. Les deux Ben, filles, du moment que les bons gagnent. Puis en plus, les deux filles, le bec entre les deux filles, c'est vraiment genre. Faut quasiment que tu portes attention. C'est pas érotique. Mais non. C'est vraiment. Ça pourrait être deux tantes là, qui Ouais. s'accueillent. Ouais. Moi, de PH, on a fait les deux le même cours, un cours en cinéma américain à l'Université Laval. Puis le prof, ce qu'il disait, tous les films de Spielberg sont des métaphores de la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais, moi, ce que Tous les films de j'avais Spielberg. observé, c'est tous les films de Spielberg sont sur le divorce. Sur le divorce. Ouais. Spielberg a été marqué par le divorce de son père, de ses Ouais. parents plutôt. Et la plupart des films de Spielberg sont marqués par le divorce ou sont marqués par la famille. C'est tout le temps un truc de mettons, Jazz, c'est un enfant qui a peur je pense qu'il a un peu peur de la relation de ses parents. Comment ça s'appelle le film Rencontre du troisième type? Son Ouais. père, il vire fou, puis il lâche sa famille pour un projet. Catch Me If You Can, c'est un gars qui quitte sa famille. Qui est dans le divorce. Il y a tout le temps le divorce dedans. Pareil, même dans son film sur la guerre mondiale, ça reste quelqu'un qui doit aller chercher un enfant. Tu sais, le soldat Ryan, c'est comme un enfant. C'était vraiment Mais, hot, ce film. Mais ce continue, cours-là. pourquoi c'est Ben, lui, sur ce la qu'il guerre disait, c'est mondiale? que c'est tout le temps dans les films, c'est très justement manichéen. Là. C'est très blanc et noir, bon, le bon, le mal. Puis la seule, je dis la seule, c'est probablement pas la seule, mais tu sais, l'exemple premier du mal pur qu'on a dans l'histoire récente de l'humanité, c'est Hitler, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Tu sais. Fait que, tu sais, puis lui, il dit son film préféré de Spielberg pour ses symboles, c'est La Guerre des mondes. Tu sais, qui est arguably pas le meilleur film de Spielberg, mais C'est tu sais, épique quand même. Là. C'est un bon film. mais lui, il disait, ça, c'est la plus belle analogie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la guerre des mondes. Moi, j'ai un philosophe sur Internet qui dit... Ben, il fait juste sur Un Internet. philosophe sur Internet. dit de même, ça part mal. là. Tout le monde est philosophe sur Internet. Il s'appelle Slavoj Zizek, qui fait beaucoup de vidéos puis il écrit des livres. Et lui, il écrit beaucoup sur des films. Et lui, il disait que Jazz, c'était une métaphore du fascisme. Ben, c'est ça. J'en doute pas. Jazz, c'était ce qu'il disait que... Ouais, Jazz, c'était le... Si on veut sa métaphore, où ça se passerait en Allemagne nazie. Tout le monde, c'est les Allemands. Et le requin qu'on ne voit pas, parce que c'est très important, le requin, Ouais. on le voit jamais, Ouais. c'est le mal, c'est les Juifs. Alors, le Jazz, c'est l'histoire de 3 hommes de classes différentes qui se réunissent Contre avec un les ennemi Juifs. commun, qui était un peu ce qui s'est passé Le en requin, Allemagne. c'est les Juifs. Le requin, c'est. OK. Le requin, c'est c'est les les Juifs. nazis, là. Ouais. OK. Le requin, c'est les Juifs. Parce qu'il dit... Tu le vois de cet angle-là, toi. Parce que pour convaincre des gens de faire le mal, il faut que tu aies un ennemi commun. C'est tout le temps ça. Trump, c'est sa meilleure. C'est ce qu'il a fait. Trump, Ouais. il s'est dit, build that wall, les immigrants, les latinos, c'est ça notre ennemi. Ouais. Puis ça prend un ennemi qu'on ne voit pas. Ça prend un ennemi qui n'est pas vraiment là. La plupart des gens qui disent fuck les latinos, n'ont jamais rencontré. Ils vivent au Wisconsin. Ils savent pas c'est quoi un latino. Ils n'ont jamais vu. Ça prend un ennemi qu'on ne voit pas. Comme dans Jazz, tu vois pas le requin, tu vois pas le mal, mais tu as peur de lui et tu t'unis pour aller contre lui. C'est vraiment une bonne analyse. C'est son métier. Des fois, tu sais, dans les... Slavoj Zizek, qui s'appelle. OK. Dans les analyses les suranalyses de films, Ben oui. mettons, là, des fois, on part vraiment champ gauche complètement, puis dans certains cas, j'y adhère moins, mais dans des cas comme celui-là, c'est clair que ça fait... Moi, je pense qu'il y a plein son des sens. blockbusters qu'on peut analyser de manière plus largement
puis découvrir des symboles. Vraiment. Mais mettons, encore aujourd'hui, ou tu parles plus je de pense que blockbuster de 15 ans? Là? Non, moi, je pense que oui, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le film sud-coréen, plutôt Parasite, c'est rempli de symbolisme. Ben oui. Ouais. Mais tu sais, là, je pense pas C'est qu'on... une fable. Tu le dis lui-même. Ouais. On parle pas de blockbuster. Non, mais tu sais, même, mettons, je me souviens quand je faisais. Avenger, là, que ça sort maintenant. Ben là, oui, ça, Avenger, je pense. c'est plein de symboles américains. Ben non, mais ça, c'est c'est quasiment juste de. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quasiment, tu sais, Captain America, c'est juste ça, là, tu sais. C'est que ça. Fait que c'est même pas caché subtilement derrière quoi que ce soit. Là, mais tu sais. C'est pas un requin qui représente une classe sociale, là, tu sais. C'est vraiment comme. Le gars, il s'appelle Captain America, là. Il est pas caché bien loin. Là. Mais quand j'ai fait un cours à l'université sur la lecture de la Bible, dans le fond. C'était un cercle de discussion. Puis Aïe, t'aurais jamais dû étudier. Combien ça coûtait à peu près? C'est 1500$ par session. On lisait la Bible. non, mais c'est la chose la plus passionnante. Lire la Bible, lire un chapitre de la Bible, puis revenir, puis en parler pendant 2 heures avec un groupe. C'est la plus belle expérience. Aller à l'église. non, mais pas d'un point de vue. Ça gratuitement. C'était pas d'un point de vue croyant, là, pas d'un point de vue chrétien, d'un point de vue, on essaie de comprendre c'est quoi cette affaire-là. C'est ça qu'ils font les chrétiens. Ils lisent la Bible et essaient de comprendre c'est quoi cette affaire-là. C'est Ils essaient de exactement l'interpréter, je pense. mais il l'aborde avec une. Ça dépend des églises. C'est ce qui est extraordinaire des religions, c'est que tu peux aller dans la branche que tu veux, tu peux aller dans des églises qui sont plus intellectuelles, des églises qui sont plus dans le spectacle. Mais la plupart des églises, c'est exactement ce qu'ils font. Ils lisent un passage de la Bible et ils en discutent entre eux. Bon. T'as payé pour aller à l'église. C'est quand même génial. C'était pour ça que mon cours se déroulait à l'église puis que c'était un prêtre en avant. Mais justement, gros gospel. Puis à ce moment-là, Hey man. c'était le film sur Superman, le Man of Steel, là, qui venait de sortir. Là. Tu sais, qui avait pas été si bien reçu. Il y a d'autres films à étudier comme Man of Steel, non, mais La lui, guerre des mondes. Moi, j'avais fait Puis un travail. le prof, il disait ce film-là est cramé, bourré de références bibliques, théologiques. Là. Il dit, tu l'analyses avec du point de vue chrétien, là, puis tu pourrais faire une thèse là-dessus. Là. Je sais pas si tu te rappelles. Mais Robocop aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exact. On avait fait le travail. Moi, j'ai fait un travail de session ouais, sur faire une analyse chrétienne de Robocop. Ouais. Robocop, c'est Ouais. le Christ qui renaît. Là. Puis il y a plein de scènes que c'est transposé, là, Jésus, mais c'est un robot. Là, puis il y a plein de scènes. À un moment donné, t'as l'impression qu'il marche sur l'eau, la manière que le plan est fait. Puis c'est conscient. C'est conscient. Selon eux, Robocop, c'est un gars qui va tirer sur des pauvres. Parce que c'est ça, Robocop. Robocop, c'est un gars qui, à Détroit, tire sur des pauvres. Parce que ça va faire les pauvres. Ça va faire les pauvres. C'est un politique. Arrêtez de voler pour manger, ça va faire. C'est quand même génial que Jésus serait... Si Jésus revenait, il dirait « Il est où le poste de police? Ça me prend un pompeux. Je veux tirer sur des immigrants illégaux. » Vous me dites qu'il y a des pauvres qui mangent, qui volent de la nourriture. On oublie qu'il était du bord des pauvres, hein, Jésus. Il voulait... C'est un révolutionnaire qui voulait faire la révolution en Palestine et enlever les Romains. Et là, il dit non, moi, ce que j'ai compris de Jésus, c'est qu'il n'aimait pas les pauvres. Il éradiquait les pauvres. Lui, il aurait dû prendre ton cours. Lui, il aurait été dans ton cours à l'Université Laval. As-tu vraiment compris la Bible? Où c'est que t'as lu que Jésus veut tirer sur des pauvres? Où c'est que t'as lu que Jésus veut un revolver? Voyons! Je dis pas que c'est une interprétation genre je trouve 100%. Je suis convaincu que c'est ça. Mais je trouve ça génial, les artisans du film. Mais ça, c'est ça. Mais ça, c'est interprété. Ça se passe dans n'importe quoi. Là. Mettons, tu peux même lire un article de journal en ce moment puis l'interpréter selon ce que toi, tu veux que ça signifie. Là. Tout est libre à l'interprétation. Moi, j'ai fait ça dans toutes mes relations amoureuses. Peu importe ce qu'on me lance, j'interprète comme je veux. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est un énorme problème de communication. Parle-moi-en. Elle me dit non, elle dit je te quitte, mais c'est pas vraiment ça qu'elle veut dire. Ouais, mais c'est ça pour vrai. Tu peux interpréter n'importe quoi comme tu veux. Puis maintenant, c'est. Mais c'est ça, justement, pour revenir à la Bible et à la religion catholique, à la religion chrétienne. C'est ça qui a fait le succès de cette religion-là. C'est que c'est tellement flou, puis c'est tellement contradictoire ce qui est écrit là-dedans, puis c'est tellement métaphorique que chacun y trouve ce qu'il veut. J'ai une autre hypothèse pourquoi c'était si populaire, cette religion-là. C'est la première religion dans l'histoire de l'humanité qui s'adresse au peuple. Dans toutes les autres religions avant, c'était des religions qui étaient très, très, très bourgeoises. Les dieux étaient des bourgeois qui faisaient ce qu'ils voulaient. Avant, on regarde les Grecs, là, les dieux grecs et romains. C'était des gens très, très, très puissants qui passent leur journée à manger des raisins puis à boire du vin. Ouais. Et mettons, ils sont fâchés, ils font un tremblement de terre.
puis t'as aucun impact là-dessus. La religion chrétienne, c'est la première que c'est une religion qui s'intéresse au peuple. C'est une religion qui dit s'il te plaît, fais attention à l'autre doit faire attention à toi. C'est la première religion qui s'adresse à la population. C'est une religion qui. Les gens t'embarquent là-dedans parce que tu fais que quelqu'un me parle. Mais c'est ça, mais c'est une religion surtout qui est inclusive. Tout le monde peut être chrétien. Ouais. oui. Tandis que, mettons, le judaïsme, c'est un peuple élu. T'es élu ou ben t'es pas élu. T'es dans La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils veulent endoctriner personne, contrairement à l'islam et le christianisme. Il n'y a jamais un juif qui va cogner chez vous. Ouais. Faire Hey, Abraham, mon chum, c'est sa réponse. C'est ça. Tout le monde, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que tout le monde peut avoir la force. Tout le monde peut avoir la force. Hey, j'ai reçu le plus beau commentaire en dessous d'un des vidéos l'autre jour. Yeah! Il y a quelqu'un qui m'a dit Doom, c'est Obi-Wan Kenobi. Yes! Oui, absolument, t'as tout compris, mon chum. Ce que je voulais te demander, puis je t'en ai pas parlé avant le podcast parce que je voulais avoir ta réponse à froid. C'est quoi, mettons... À chaud ou à froid? À froid. OK, alright. C'est quoi, mettons, tes 3 moments cinéma qui ont marqué Thomas Levac comme t'es maintenant? C'est une excellente question. Mon premier moment au cinéma, c'est à 16 ans. Je savais que t'allais avoir une réponse. C'est comme, je savais que t'allais avoir une réponse. Tu y as déjà pensé. J'adore parler. Je suis enfant unique. J'adore parler tout seul. Moi, je suis l'enfant unique qui a tout le temps une balle dans les mains, qui passe toute les journées tout seul. Puis tu fais bonjour Thomas, tu fais j'ai tellement de choses à dire. Mon premier moment de cinéma, c'est sûr que c'est quand j'ai regardé, la première fois que j'ai regardé Full Metal Jacket à l'âge de 16 ans. Ouais. Avant ça, je crois que le cinéma, C'est débile, ce film-là. c'était plate. Je crois que le cinéma, tous les films que je voyais, c'était des films de Steven Seagal. Pour moi, le cinéma, c'est un gars stoïque. Qu'est-ce que tu veux Wow, dire? ça, c'est pas plate, par exemple. en train de dire, Cuirassé là, en péril, il n'y a rien de plate là-dedans. Ce n'est pas qu'un simple cuisinier. Les films de Steven Seagal, c'est épique, man. Ben, moi, mettons, Retire tes paroles. à un niveau intellectuel, ça me parlait oui, pas, absolument. malheureusement. Et quand j'ai vu Full Metal Jacket, c'est la première fois que ça a décliqué. Ah, tu peux dire quelque chose dans ton film. Ah, c'est débile. Tu peux avoir un C'est discours. débile mental. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Mon deuxième moment... La scène du staff sergeant là, qui drill les recrues. Là. Ouais. Cette scène-là... il y a- Le général Hartman, le sergent Hartman. On en avait parlé, justement, je pense que c'était dans le cours de Jean-Pierre, justement, à l'université. Ouais. On en avait parlé, c'était... Le gars qui est dans le film, finalement, lui, il était juste il était juste sur le set pour conseiller l'acteur qui était supposé faire cette scène-là. Puis là, il a dit, comme ça marchait pas, puis là... Kubrick, il dit, OK, ben, vas-y, montre-y comment qu'on fait ça. Kubrick, il dit à son DP, tourne. Tu sais, on roll, là. Fait que là, il se met à faire ça, il drill les gars. Toute cette scène-là, c'était pas scripté, c'était lui, le vrai staff sergeant, qui drill les gars, là. Puis c'est épique, là. Tu sais, genre, choke yourself! Il met sa main de même, puis là, le gars, il est genre, what the fuck? Tu sais, le gars, c'est l'acteur, c'est comme, OK, on roule, là. OK, choke yourself. C'est épique, cette scène-là, vraiment. Petit truc sur le film, c'est nono, là, mais le gars qui joue le soldat qui suit pas, qui se tue à la fin. Private Pile, c'est ça? Voilà. C'est le même acteur qui joue dans Men in Black, la grosse bébite. Sa carrière a vraiment pas arrêté de monter. Hein? En fait, oui. C'est vraiment un acteur qui transforme toujours son visage. Il est dans plein de films qui se ressemblent jamais. Mais c'est celui dans Men in Black, c'est celui qui joue le méchant, tu sais, qui marche, qui croche. OK. Ouais. Lui qui boit de l'eau avec du sucre. Exactement. Ouais, ok. Plus. Lui qui... Mais c'est comme Mark Hamill, justement, qui fait Luke dans Star Wars. Lui, on l'a plus vu au cinéma. Presque pas. Lui, on l'a vu plein de fois. Mais lui, il faisait des voice-overs, faisait beaucoup de voix. Je pense qu'il joue le Joker, le Joker ou Batman dans un des, Oui, des absolument. cartoons. Absolument. Fait que juste un moment, j'ai adoré ce film-là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Ensuite, il y a eu la comédie Annie Hall. Je suis tombé en amour avec la comédie Annie Hall de Woody Allen. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trippé. Je savais pas que tu pouvais être aussi drôle. Du moins, j'avais toujours observé que la comédie, c'était des gens qui avaient confiance en eux, qui étaient sur scène. Ils étaient beaux, puis ils disaient à quel point ils étaient beaux, puis c'était tough à être beau. C'est souvent ça à quoi j'avais accès. Quand j'ai vu Woody Allen, ça m'a bouleversé. Ah, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, pendant 1h30, fait un film sur le fait qu'il n'a pas confiance en lui. Ouais. En lui, plutôt. Ça m'a vraiment touché. Et je pense que c'est la première fois que j'ai vu Tarantino, Pulp Fiction, comme tout le monde. Comme n'importe quel jeune garçon qui voit ça, tu fais « Ah, OK, un film, ça peut juste être plaisant. » Ouais. T'as le parcours typique, je pense. Je suis le plus blanc du monde. Non, mais moi aussi, mon éveil au cinéma, ça a été
Tarantino. Moi, ça a été Kill Bill à l'époque. Après ça, tombé dans Kubrick. Puis, tu sais, tombé dans Scorsese. Le film, un autre film qui m'a extrêmement marqué, c'est Taxi Driver. Quand j'ai vu Taxi Driver, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. C'est la première fois que je voyais un film où il n'y avait rien de clair. Est-ce qu'il était-tu gentil, était-tu méchant? Et ça, c'est un film, on parle de biblique. La plupart des films de Scorsese sont extrêmement catholiques. Il est croyant, lui, hein? Extrêmement. Oh, ouais. Extrêmement. Il a même fait sa vision de la passion de Jésus-Christ. Ouais. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Malheureusement, ça me revient pas. Mais il a fait un film sur la vie de Jésus. Puis lui, son idée, c'était que Jésus doutait. Et deuxièmement, Judas était son apôtre le plus proche de lui. C'est pour ça qu'il l'a trahi, mais qu'il a fait à croire qu'il l'a trahi. Et son film a été interdit par le Vatican, ce qui a fait beaucoup de peine à Jean. Ah ouais. Pauvre Martin. Le Vatican a dit on peut pas. Il est correct. On peut pas appuyer ce film-là. Ce qui est génial, parce que tu vois pas que le Vatican. Tu peux pas faire un film que le Vatican va se bon, ça. T'as raté ton film. Si le Vatican tripe sur ton film, c'est raté. Tu savais que Scorsese a pas vu le Joker puis il veut pas le voir? Je suis convaincu que je comprends. Parce que, premièrement, il était supposé le réaliser au début, pendant longtemps. Puis c'est lui qui, finalement, pour d'autres projets, il a passé la POC à un autre. Puis justement, vu que le film est clairement tellement basé sur ses propres films à lui, ça l'intéressait pas. Je suis convaincu, moi, c'est The Big Lebowski. Ah, ben oui! Ouais. C'est bon. Quand j'ai vu The Big Lebowski, ça a tout changé pour moi. J'ai fait, OK, tabarnak, c'est bon. Genre, c'est quoi que je viens de regarder, là? Puis, c'est toujours le fun, ça. Ce film-là, ça a été un presque flop au box-office. Non, pas presque, c'est un flop. C'est devenu l'ultime comédie culte, là. Ce qui est comique en plus, c'est que je suis même d'avis que ça a changé les comédies américaines. Parce que c'est un des premiers films qui est extrêmement vulgaire. C'est sorti, je pense, en 99. Ça et There's a Thing About Mary. Je sais qu'il y a un critique du New York Times qui dit que There's a Thing About Mary, depuis ce film-là, toutes les comédies américaines, c'est des relents de There's a Thing About Mary. Tous les films sont... avant, tu ne pouvais pas faire de films sexuels et vulgaires. Ouais. The Big Lebowski, c'est une des premières comédies où le monde disait « fuck ». Autant. Ouais. Ça, on voit des seins là-dedans. Vagina. Oh yeah. C'est tellement bon, ce film-là. Allez voir ça, les amis de Big Lebowski. Très comique. Quand il signe un chèque au début, c'est le 11 septembre. Il fait pour le 11 septembre. Ah ouais? C'est que c'est bon. Moi, j'ai vu et en même temps, il regarde. C'est drôle parce qu'il fait ça en même temps. Il y a plein de clins d'œil à la guerre du Golfe. Ouais, on entend pendant qu'il fait ça, à la télé, c'est comme This aggression will not stand. Truc super intéressant aussi, tout ce qu'il entend exact. il répète. C'est ça, tout ce qu'il dit, vraiment toutes ces lignes dans le film, c'est des choses que lui, le gars, il n'a tellement pas de vocabulaire, que c'est des choses qu'il a entendu. This aggression will not stand, man. Tu sais que le Big Lebowski, c'est un vrai gars. C'est un ami au frère Cohen. C'est un ami au frère Cohen, ouais. Le dude, c'est un ami au frère Cohen qui parlait tout le temps de son tapis. Puis une fois, il l'a perdu, puis il disait ça. It really tie the room together. C'est un truc qui dit tie the room together, man. C'est hilarant, les gars. It took my fucking rug, man. Ben, c'est un film qu'ils ont écrit pendant que... Parce qu'ils disent ça, les frères Cohen ont toujours plein de projets en même temps. Ouais. Et c'est un film qu'ils ont écrit pendant un bloc d'écriture d'un autre film. Ah ouais. Ah, c'est drôle. Mais moi, j'aime ça, les films, justement. Ça, c'est un film qui... En surface, c'est juste drôle et niaiseux, mais il y a tellement d'attention aux détails. Oui. Ces films-là, tu sais, j'ai dû le voir 12 fois, tu sais. Puis justement, tu sais, l'espèce de sous-texte, de contexte social de la guerre du Golfe, avec justement toutes ces petites références-là du fait que lui, il reprend toujours les dialogues des autres, puis tout ça. Puis il y a tellement d'attention aux détails que tu peux justement l'écouter puis les réécouter, puis tu vas tout le temps rire puis découvrir des autres petites affaires. Puis moi, ça fait ça avec un autre de mes films préférés qui est... Qu'est-ce que tu fais? C'est que je pense à des bouts du film, là, tu sais, quand il est comme chez... comment il s'appelle? Le Longhorn, là? Le pornographe? Ouais. Il est chez eux, puis là, genre... Il se lève, ce gars-là, il prend se lève, des notes. Il s'en va au téléphone, puis là, il prend des notes, dessine de quoi, puis là, il part sur un papier. Il fait juste aller checker sur le papier, puis il a dessiné un gars avec une grosse graine, c'est la seule affaire. Vous savez que c'est un hommage d'un film de détective? Ben non. C'est un hommage au film qui s'appelle The Big Sleep. Dans le fond, The Big Lebowski, c'est un détective. The Big Sleep, c'est un roman de Raymond Chandler qui a été fait dans les années 80. Okay. Dans le personnage principal, c'était joué par Humphrey Bogart. Et c'est l'histoire d'un gars qui, comme dans le Big Lebowski, il y a un meurtre dans
dans la haute bourgeoisie de Los Angeles. Il enquête. Et ce qui est cool dans le Big Sleep, c'est que l'enquête est super compliquée pour rien. Ce qui est intéressant, c'est les relations des personnages. C'est pareil dans le Big Lebowski. C'est super compliqué pour rien. Pour rien penser. Tout ce qui est intéressant, c'est les scènes et les relations des personnages. C'est ça l'intrigue, on s'en contrefou. Là, dans le fond, c'est un hommage à The Big Sleep. The Big Lebowski joue un détective privé. C'est bon. You want a toe? I can get you a toe. Nail and polish by 3 o'clock. De même, man. Tu veux, je te trouve un orteil. On t'a trouvé un orteil, là. Il y a trop d'affaires bonnes dans ce film-là. Le truc qui est cool dans le film aussi, c'est que il semblerait, tout est écrit. Toutes les hésitations, toutes les men sont écrits dans le scénario. Ah ouais. Il paraît que le personnage principal, Jeff Bridges qui s'appelle l'acteur, quand il parlait à John Goodman, il disait, on va avoir d'autres versions, parce qu'il est habitué à avoir tout le temps des réécritures, parce que sur un scénario d'Hollywood, il y a 7 ou 8 auteurs que tu n'entends jamais parler. Mais les frères Coen, non, la version que tu as eue dans ta boîte à mal, c'est ça. C'est exactement. Aussi, leurs films sont extrêmement découpés. C'est-à-dire qu'avant, ils dessinent tous leurs films avant de filmer. Ah ouais? Avec leurs directeurs photo. OK. C'est exactement. Parce que ce que bien les gens m'ont expliqué, ça, je sais pas si c'est vrai, mais vu qu'ils produisent eux-mêmes leurs films, ils peuvent pas perdre des jours de tournage. C'est ça. Comment on bloque notre scène, faut. Ils savent exactement. Avec toute l'équipe qui est là, à faire des journées pas possibles. Mais je pense que Tarantino aussi a écrit ses dialogues de même, là, vraiment précisément. Là, quand tu lis les scénarios à Tarantino, c'est de la littérature. Excusez-moi. C'est vraiment écrit comme de la littérature. Les didascalies, c'est comme un roman. Absolument, une didascalie, c'est très, très, très. Voici ce qui arrive. Il rentre dans la voiture. Il rentre dans la voiture. Tarantino est quand même ouvert à l'improvisation. Tu sais, mettons, dans Django, là, toute la scène où est-ce que DiCaprio il se coupe la main sur le verre, là, puis il se met à saigner. Tu sais, cette scène-là est comme rendu là, il l'a comme improvisé. Là, il a comme pogné le verre, ça a cassé, il s'est coupé la main, puis il a comme continué. Il a pris une serviette. Puis tu sais, l'espèce de maid, la maid noire qui est là, il fait juste pogner une serviette, puis genre... Il s'essuie la main sur sa jaquette rouge, là. Elle, genre, elle se met à pleurer, mais elle pleurait, là. C'est comme qu'est-ce qui se passe, DiCaprio qui pogne la main puis qui continue sa scène avec la main qui saignait, là, abondamment. C'est fou, ces acteurs-là, à quel point ils sont dédiés par leur métier, là. C'est comme, je me coupe dans le milieu d'une scène, mais on continue. Ils sont dédiés ou sont des demi-dieux? Ils savent qu'ils font ce qu'ils veulent. Peut-être, ouais. Je sais pas s'ils sont dédiés. Moi, je pense honnêtement. Puis se couper la main. N'importe qui cuisine se coupe la main. Là. Ouais, mais. C'est à ce point-là que ces acteurs-là vivent dans une bulle de what? Hey, je me suis coupé la main. Mais tout le monde se coupe la main! Mettons, tu te coupes la main dans le milieu du podcast. Là, tu vas peut-être prendre. Hey, on va prendre une petite pause, je vais aller gérer ça. J'ai déjà joué avec un tendon d'Achille déchiré. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien, là. Vous êtes des athlètes, il me semble? Ouais. Vous avez déjà joué blessé, bien plus qu'une petite coupure à la main. Ouais, mais mettons... OK, là, on parle de coupure à la main, mais tu sais, des acteurs qui prennent ou qui perdent 50 livres pour leur rôle. C'est une perte de temps. Tu sais, Joaquin Phoenix, man, pour The Joker, c'est de la dedication, hashtag dedication. Là. Pas vraiment. Hashtag New Me. C'est ma grande New Year, New Me. Ça, c'est ma grande question. Pas vraiment. C'est-tu nécessaire de t'amaigrir? Ben oui. Ben, pour son rôle, moi, je pense que ça renforcit le personnage, puis c'est bien plus crédible. Puis ils te le font savoir en tabarnak qu'il a maigri. Ben ouais, il y a des scènes où c'est juste regarde comme j'ai maigri. Mais c'est sûr qu'il pourrait être habillé en hoodie tout le temps, que tous les acteurs soient en hoodie, puis qu'on s'en rende pas compte, mais tu sais, ça enlèverait l'espèce de... Ça amène un cachet de plus là, au film, définitivement. Ça fait que tu vois moins l'acteur, tu vois plus le personnage. Tu sais, des acteurs... Non, moi, je vois vraiment un gars qui fait regarde comme j'ai maigri. C'est comme j'ai maigri. Oui, c'est vrai, je vois pas le personnage, je vois Joaquin Phoenix qui a maigri. Des acteurs comme Daniel Day-Lewis là, qui se métamorphosent à chaque film. Il maigrit pas, par contre. Il maigrit pas, mais tu sais, il est tellement... Il change sa voix, il change sa personnalité. Ça m'impressionne. Je change ma personnalité. Je ne suis plus le même homme. Je suis un Anglais qui joue Abraham Lincoln. Puis tu le sens. Ça, c'est extraordinaire. Mais je suis Joaquin Phoenix. J'ai perdu 50 livres. Puis, OK. Super. Youpi. C'est un problème alimentaire. Yeah! Ah non, moi, je trouve ça impressionnant. Surtout quand c'est pour mettre... sur pied une performance comme celle-là. Si ce personnage-là avait de l'air trop en santé, ça aurait mais est-ce que tu trouves qu'il est meilleur que Heath Ledger? Moi, je trouve que c'est deux versions complètement distinctes. Je trouve qu'il est moins sont vraiment bonnes, les deux. Ben, moi, je trouve que les deux sont hallucinants. Moi, je pense pas qu'on peut... Ça, c'est une autre affaire. Ces débats-là, là, tu sais, puis tu vas relate à ce que je veux dire. Quand LeBron James est allé jouer à Los Angeles, là, il y a plein de fans de Kobe Bryant qui étaient pistes, qui n'étaient pas contents qu'un autre bon joueur arrive.
Mais si tu es un vrai fan des Lakers, tu devrais être juste content qu'il y ait un autre bon joueur. C'est qui le meilleur? On s'en crisse, c'est juste 2 excellents joueurs, tu sais. Fait que dans ce cas-là, là, de comparer les Jokers, j'en ai vraiment rien à chier. C'est lequel qui est meilleur. Puis de toute façon, comment est-ce qu'on compare réellement une performance? Il y en a un, c'est un film d'action. Il y en a un autre, c'est plus un thriller psychologique. Tu peux pas comparer ces 2 performances-là parce que le personnage, c'est le même. Là. Je suis convaincu ça n'a rien à voir. Je suis convaincu qu'on peut, tellement qu'on peut, que sa performance est teintée de plein de clins d'œil à la performance de Heath Ledger. Mettons, Heath Ledger et Jack Nicholson, c'est 2 personnages complètement différents. Super. Le personnage de Heath Ledger et le personnage de Joaquin Phoenix sont très, très, très... Il y a des plans qui sont les mêmes. Qu'est-ce que tu veux J'ai dire? pas vu ça. Ben, il y a des plans dans la voiture. Comment il est filmé dans la voiture, c'est pareil. Les cheveux mauves, c'est pareil. Que le maquillage, qu'il fasse lui-même son maquillage, c'est pareil. Ouais, Mettons, dans Jack Nicholson, c'est pas un maquillage, il tombe dans un truc radioactif. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pareilles. C'est parce qu'à un moment donné aussi, le matériel sur lequel C'est que le Joker, il reste le Joker. C'est un personnage qui préexistait. Là. C'est mais ça c'est qui a même des traits communs. Le film, il y a des hommages au film qui est sorti il y a 10 ans. Mais c'est parce que moi, mettons, comment je le vois, de dire comparer un film d'action avec un thriller psychologique comme ça, c'est comme si on disait, hey, c'est qui le roi Arthur que tu préfères? C'est-tu dans Monty Python and the Holy Grail ou bien c'est dans King Arthur, le film d'action? Ça se fait. Ben, ça se fait comment? Tu sais, tu peux pas... Des pommes et des oranges, pas mal. Ouais, c'est ça, tu peux Mais pas... des pommes et des oranges, ça se compare. Ben oui. OK. C'est 2 fruits. C'est ton fruit préféré? Ben oui. Moi, j'ai cette expression-là, des pommes et des oranges. C'est la chose la plus facile à comparer. Je connais des gens qui aiment les pommes, qui détestent les oranges. C'est rond, c'est sphérique. À ce qu'on part, on peut comparer les 2. On peut s'amuser à ça. OK. Les 2, on fait des jus. Est-ce que tu préfères le jus d'orange ou le jus de pomme? Mais c'est parce que... c'est le dicton sur lequel on se base. Mais il est niaiseux, ce dicton-là. Il est tellement C'est parce que niaiseux. dans ce cas-là, ça relève d'une préférence personnelle. Tout est une préférence personnelle. La politique, c'est une préférence Mais personnelle. tu peux L'amour, pas- c'est une préférence J'ai personnelle. l'impression que dans le débat, c'est quel le meilleur Joker? C'est pas c'est quel le meilleur Joker selon toi, c'est lequel que tu as préféré le plus, tu sais. Je pense que c'est mettons c'est Heath Ledger le meilleur Joker, tu sais. Mais c'est vrai que c'est tout le temps ça en art. Là. C'est dur de poser un absolu en art, de dire c'est objectivement selon... Les films de Kubrick sont meilleurs. Ben, tu peux les films des comparer sœurs les un, Olsen. tu sais. Non, mais il y a des choses qu'on peut comparer. Mettons, je préfère voir... Je pense que dans l'histoire du cinéma, Orange Mécanique est plus important que New York Minute Plus important. des sœurs Olsen. Plus important, oui. Plus important, ça, Dans les- c'est sûr. Et je Maintenant, pense est-ce qu'on plus compare- influent. est-ce qu'on décide quel Joker est le plus influent? Qu'est-ce que le temps va nous le dire, là, tu sais. je crois que un truc qui est particulier du Joker, ce qui est génial c'est Scorsese qui disait ça. Il disait si on se rappelle de l'intrigue de ton film, c'est raté. Ce qu'on se rappelle d'un film, c'est des scènes et des moments. Dans le film de The Dark Knight. Merci. On se rappelle de plein de trucs. Il y a plein de trucs dans la société, pas la société, mais dans la culture populaire qui viennent de ce film. Il y a plein d'expressions. Tu sais, il y a des gens qui veulent juste voir le monde brûler. Why So Serious? Qui est pris un autre film en passant. Qui est pris un film qui est sorti quelques années avant. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Mais, puis en plus, c'est du même ton. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de séquences de ce film qu'on se rappelle. Est-ce qu'on se rappelle de l'intrigue? Non. Pas Et vraiment. on se rappelle rien du Joker. Tout ce qu'on se rappelle du Joker, c'est « Hey, Heath Ledger a perdu du poids. » Je pense que le Joker, ça va mourir dans 10 ans. Il n'y a personne qui va se rappeler de celui-là. T'as fait un lapsus. Joaquin Phoenix a perdu du poids. Tant que ça. Non, mais c'est parce que t'as dit... Ah, excuse-moi. Oui, mais c'est tout ce qu'on se souvient du film. Ah, moi, je pense pas. Je pense pas que ça va marquer tant que ça. Moi, je pense Tout que ce ça qu'on va va se souvenir du film, c'est les gens vont aller à Queens dans les escaliers. Dans le Bronx, les escaliers. Moi, je trouve que Moi, je c'est pense qu'on va vraiment s'en un rappeler. commentaire sur comment on traite les gens qui ont des problèmes mentaux aux États-Unis. Ça n'a pas de sens. C'est ça le film. Et c'est à ce niveau-là. Il y a un gars qui souffre de maladie mentale. Mais c'est tout ce que c'est pas un film de super-héros, tu sais, c'est ça l'affaire. En fait, si, parce qu'il est magique. Il est un peu magique. Il se promène dans le temps, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai. Il assassine du monde, il se fait jamais pogner, il est très très fort. Malade mental. C'est quand même génial qu'il est maigre, il mange pas à sa faim, mais il peut tuer du monde. N'importe qui Il y a- avec un gun peut tuer quelqu'un. Il faut pas mais tu pas quelqu'un avec un de ses anciens collègues. Non, mais tu peux tuer quelqu'un, Thomas, si tu veux. Là. Demain matin, tu tues quelqu'un, si tu veux. Je sais pas. Avec tes mains. Là. Je sais pas. Je pense que t'es. Tu veux tuer quelqu'un, tu tues Tu tues quelqu'un, man, tu te lèves le matin, tu tues quelqu'un, Thomas. Là. 3 heures T'es PM. pas Hulk Hogan, là, tu peux tuer quelqu'un, man. Je sais pas. Je me demande.
T'es pas de rock, là. Et c'est un- Je veux pas être plate, mais t'es pas de rock, là. Mais tu veux que tu sois quelqu'un Mais tu peux tuer quelqu'un quand même. Je sais pas. Mais en tout cas, un autre truc aussi qu'un homme qui souffre de maladie mentale m'a expliqué, il dit ce que les gens comprennent pas de la maladie mentale, c'est à quel point ça paralyse. Souvent, tu fais rien quand tu es malade mental. Et dans ce film-là, il fait plein d'actions, il crée une révolution. Puis la plupart des gens, les gens qui ont des problèmes mentaux, ils créent pas des révolutions, ils ont la difficulté à sortir de leur lit. Le film ne comprend rien de la maladie mentale. Ouais, c'est même pas la maladie mentale, c'est l'idée qu'on se fait de la maladie mentale. Exemple, les tueurs fous sont malades mentaux. Sont-tu vraiment tueurs fous? L'idée, faut C'est accepter. vraiment fou. Sont-tu vraiment fous? Ou c'est des gens qui sont narcissiques? Ben, ils sont sociopathes, narcissiques et toutes sortes de traits. Je sais là. pas. Ou c'est... C'est quoi la folie? C'est-tu être en psychose, la folie, ou c'est tout ça? C'est des bonnes questions que le film ne se pose pas. Le film prend juste l'idée débile de CNN que si tu tues les autres, tu es fou. Ce qui est... On sait pas si c'est vrai. C'est pas vraiment... C'est ça ce que je déteste du film, c'est que c'est censé être de l'art, mais ça prend l'idéologie des... Moi, j'ai l'impression que la Ambiante. force de ce film-là, c'est justement de faire ça. Sa force et sa nuance, moi, je trouve. C'est d'amener dans un média mainstream, en utilisant une idée mainstream que le Joker, un film de super-héros, dans un monde en ce moment où est-ce que les seuls films qui sont écoutés au cinéma, c'est des films de super-héros. Où est-ce que tu prends un film, ce concept-là, puis tu réussis par la porte arrière à montrer une critique sociale, même s'il faut que les traits soient... On n'est pas en train de regarder un C'est pas une film... critique sociale parce que tout le monde est d'accord avec. Tout le monde, c'est une idée avec laquelle tout le monde est d'accord. Ouais, mais non, tu tu sais quoi? Quand Tu sais quoi? il y a une Maintenant... tuerie, tout le monde. Si il y a Maintenant- une tuerie, les gens ils disent il est fou. Ouais, mais Mais tout le monde c'est n'est pas une d'accord parce que c'est un film exagération. qui est ultra polarisant. C'est un film qui est ultra polarisant. Pas tant que Joker. ça, je pense. Je pense Ben que oui. c'est une idée qu'on s'est faite. Ben oui, parce que d'un côté, je veux dire, t'écoutes ce film-là puis tu développes de l'empathie envers ce personnage-là, mais c'est un tueur. Tu sais, puis du coup, C'est pas le premier film à faire ça. Non, mais, Mais non, mais en utilisant des codes de médias mainstream, de blockbuster, de box-office. C'est ça la force du film, j'ai l'impression. C'est d'amener dans un système avec des codes très distincts pour amener le monde au cinéma. Puis la preuve, c'est que ça l'a explosé. Là. Tu sais, le box-office, ça a été énorme de ce film-là. D'1 milliard. Puis amener ce monde-là à voir un film qui est pas un film de super-héros, de piao-piao, de vaisseau spatial, puis un film qui fait quand même réfléchir. Le nombre de personnes qui sont sorties de ce film-là puis qui ont regardé les itinérants d'une façon différente, je suis sûr que c'est par centaines de milliers. Je suis sûr, mais je pense pas qu'en ce moment, il y a un grave problème d'itinérance en Californie. Et jusqu'à présent, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est pas aider les itinérants, c'est aller mais c'est pas un film au sur la Bronx Californie. puis se prendre en photo dans l'escalier. Ben, ça, c'est le monde que tu vois les photos, là. C'est tellement cynique. Thomas. ça observe, on peut. Mais puis pour répondre à ce que tu dis par rapport à Californie, nous autres, on est allés à San Francisco juste une soirée, là. Puis c'était un festival de sans-abri. Bien sûr. En Non, Californie, il y a un grave problème Ouais. du logement. C'est Ouais. un... Ouais, Mais, c'est mais aussi, c'est un film sur New York. Là. Je veux dire, ça Ouais, se aussi. passe à Gotham, mais c'est New York, là, tu sais, on s'entend. Là. Mais c'est aussi, Non, mais- c'est aussi Saint-Laurent quand tu marches Ouais. à Montréal. là, C'est aussi tu sais. partout, là, tu sais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Moi, je trouve pas que. Tu dis, tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un film qu'il y en a qui critiquent fortement parce qu'ils disent que ça fait l'apologie de des tueurs, puis ça prend la défense justement de ces gens-là qui rentrent dans les écoles puis qui tuent ou qui rentrent au cinéma puis qui tuent des gens. De l'autre côté, c'est un film qui justement qui expose, voici, on a un problème, il y a des gens qui sont atteints de différentes maladies mentales, puis si ça ne coupe pas comme du monde, ça peut... Mais ça, c'est tellement américain. Il faut s'occuper du monde, sinon ils vont te tuer. Mais c'est pas américain. C'est super américain comme réflexion de « Hey, faut aider les pauvres, parce que peut-être que les pauvres vont nous voler. » C'est ça l'idée du film. C'est si on est méchant avec les pauvres vont se venger. Dans le cas, Mais ça marche pas. dans le T'aides cas pas du les film- pauvres parce qu'ils vont te faire mal. Ouais, mais- T'aides l'autre parce qu'il faut aider l'autre. Ça fait une société beaucoup plus forte. Faut juste s'aider. Quand tu peux aider quelqu'un, fais-le. Tu peux pas juste aider quelqu'un parce que t'as peur qu'il te frappe. C'est une idée extrêmement américaine, ça. La C'est pour fin- ça que je la- déteste ce film-là. la fin du film. Il y a des valeurs derrière ce film-là qui sont extrêmement bizarres, qui sont extrêmement violentes. Ça dit même le film, ça dit les pauvres sont violents. À la fin, tous les pauvres se mettent ensemble, se mettent des masques, ils font une révolution. Ça arrive pas. C'est pas ça. C'est pas quelque chose qu'on observe. Par contre, Ça arrive, c'est déjà arrivé dans l'histoire, puis ça arrive encore c'est aujourd'hui. souvent les révolutions, c'est la bourgeoisie qui a fait. Souvent, les révolutions, si on regarde la Révolution française, c'est plus la bourgeoisie qui a pris la place des rois. Puis les révolutions dans le Moyen-Orient, tout ça. Il n'y a pas de révolution en ce moment. C'est pas vrai. Mais il y en a Souvent, eu, souvent, récemment. les révolutions, c'est des révolutions, mais c'est des coups d'État militaires. Le peuple va dans la rue et l'armée fait comme nous, on a des tanks, on va prendre la place.
C'est ce qui se produit au Moyen-Orient en ce moment. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Il y a une révolution, puis l'armée a pris le pouvoir. Ouais, l'armée a pris le pouvoir, mais l'armée l'a pas fait tout seul. C'est le peuple qui t'a Non, je pense que les gens qui ont des tanks puis des armes à feu. C'est sûr vrai, que souvent- non, c'est vraiment les tanks. je connais personne qui fait ce qu'on voudrait ici, que le caporal prenne le pouvoir. Je pense pas. Tu vois, ce film-là, c'est un peu... Il y a pas... aussi, un autre truc, c'est quand même... Le gars, il fait un pastiche de Taxi Driver. C'est moins... En 40 ans, il a pas poussé la réflexion. Il y a d'autres films qui sont cités, le film de Network, il y a beaucoup d'autres films qui sont référencés. Je comprends, mais un des films, c'est Taxi Driver. Mais il pousse pas la réflexion. 40 ans plus tard, il pousse pas la réflexion. Une fois, Safia Nolin m'avait dit ça. Quand tu reprends une tune, elle est mieux d'être meilleure. T'as pas le choix. Quand tu reprends une chanson, faut que tu l'amènes à un autre niveau. Tu devrais même... Ça devrait être, quand tu écoutes la chanson précédente, tu fais « Ah, c'est moins bon ». C'est ça l'objectif. Je pense pas que ce film-là, dans sa réflexion... Ta meilleure amie. C'est ce qu'elle fait, Safia. Ouais. Apprendre une tune pop, elle la rend touchante. C'est intéressant. Ce film-là, il y a eu 40 ans pour réfléchir. Il y a eu plein de d'essais. 40 ans pendant lesquels des films comme ça sont pas regardés. Moi, je reviens à ça. Je reviens au fait que ça fait qu'il y a du monde qui s'attendait à aller voir un film de super-héros, qui ont vu un film qui leur a fait réfléchir. Ils ont-tu vraiment réfléchi? Oui, Ou 100%. ça répète des codes et des idées qu'il y avait déjà? Faut que je fasse attention parce que les pauvres vont me faire mal. C'est vraiment ça l'idée du film. Les pauvres font mal aux autres. C'est pas la fin du film. Tout le film, le gars il est pauvre, fait mal au monde. Non, mais tout le film, c'est un gars en détresse qui essaie d'avoir de l'aide puis qui l'a pas là. Moi, je pense que c'est jusqu'à beaucoup plus ça temps que ça explose aux deux tiers du film. Mais tout le film, c'est ça, il est complètement abandonné par le système là. Puis c'est ça que tu ressens, puis c'est ça que moi c'est ça que je percevais là, puis c'était par ça que j'étais investi, puis c'est pour ça que j'étais touché. Puis c'est pas plus intéressant à l'inverse que le système fait. Qu'est-ce que ça montre, c'est que si le système abandonne des gens, les gens vont se revenger sur les gens. C'est un peu ça le film. C'est ça la fin. Je pense que la fin de ce film-là, c'est plus un clin d'œil à l'univers du Joker que quoi que ce soit d'autre. Tu sais, je pense que la fin du film, c'est plus de dire, puis by the way, c'est la genèse de la personne que vous connaissez, puis de l'histoire dans laquelle on le retrouve dans Batman. Ça finissait pas de même, il y aurait des fans de ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. l'impression. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont fait le clin d'œil de comme tout le monde a des masques, puis ça ouvre un peu la porte à où est-ce qu'on l'a retrouvé plus tard dans l'histoire de Marvel, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est ça le point du film. Vraiment pas. Là. J'ai l'impression que ça, c'est juste comme quand il va voir Bruce Wayne. Là. C'est juste un espèce de petit bonbon au monde qui sont allés juste pour ça. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que tu sais, cette espèce de 15 minutes à la fin qui est plus de l'ordre du film de super-héros devrait pas discréditer le 1h45 qui est écoute avant. Mais tout ça est à la fin. Ouais. Le but, tout le début, c'est pour la fin. C'est pour ça que Non, c'est ça. C'est justement pas ça. Je pense pas que le film est un lead-up à ça. Je pense que le film en tant que tel, mettons que tu prends le premier 1h30, je pense que c'est vraiment fait pour faire la critique du traitement qu'on fait en tant que société des maladies mentales. Puis le dernier 15 minutes où est-ce que là, tout explose, puis là, il tue De Niro, puis là, après ça, la révolution dans la rue, puis tout. Ça, je pense que c'est vraiment juste pour répondre aux attentes de l'univers de Marvel, tu sais. Mais ça discrédite pas le film, c'est ça, tu sais. C'est pas une scène que t'aimes pas qui discrédite un film au complet, c'est pas la scène, c'est l'acte final. Ouais. C'est pas une scène. C'est pas une scène en plein milieu, c'est l'acte final. Une séquence d'événements, ouais. C'est pas une séquence d'événements, c'est la fin. Tout ça mène à ça. Tout le film s'écroule. C'est tout le but de construire une histoire. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux lire un livre qui est vraiment de la bombe, puis si le dernier chapitre c'est de la merde, le livre ça reste de la bombe. Non, c'est pour ça que la fin c'est souvent. Ah, je suis pas d'accord avec ça, moi. Toi, t'as jamais écouté, t'as jamais vu. Mettons, quand t'écoutes une game de basket. Une game de basket, tu l'écris pas. Une game de basket, c'est le hasard. Ouais. Mais Non, est-ce que si la fin c'est de la merde, ça discrédite la game au complet? C'est différent, le sport et une œuvre d'art que tu as réfléchi. Parce que le sport, c'est juste du hasard. Si tu vas voir un spectacle puis que le rappel c'est de la merde, c'est très grave. C'est très grave. Pas un rappel, parce qu'un rappel encore là, c'est pas le spectacle. Un rappel, c'est reviens sur non, ça. mais les tunes sont planifiées déjà, ils savent qu'est-ce qu'ils vont jouer. Je pense pas que
mettons, un concert, c'est une suite de chansons. T'es pas obligé de faire Si t'écoutes un album puis que la dernière tune c'est de la merde, ça C'est- discrédite l'album? Non, parce que t'es pas obligé un album de faire ça au complet. Mais une histoire, le but, c'est... Toi, t'es pas d'accord. Mais le but d'une histoire, c'est la fin. C'est ça, Non, le but non, d'une histoire. non. C'est pas d'accord le avec but ça. d'un film, le but d'une histoire, c'est que tu construis plein de trucs et la fin. Mais toi, je pense que par la fin, tu veux dire la conclusion ou ben, tu sais, finalement, le message du film, finalement, la morale ou quoi que ce soit du film. Pas juste tu la sais. conclusion. Non, je parle de la fin. Le dernier acte. Littéralement, la fin, c'est le plus important. temporellement dans le film. là. Ben oui, le plus important, c'est la fin. Tu construis, mais toute ton histoire, c'est pour la fin. Je suis pas d'accord. Tu sais, Match Point. Oui, Match Point, la fin, est extraordinaire. La fin est exceptionnelle. avec l'anneau qui tombe d'un côté puis de l'autre, là. Ça, c'est le dernier plan. Mais la fin, c'est le but de Match Point. ok? Tout le long du film, il t'explique. Serais-tu prêt à faire des meurtres? Qu'est-ce que tu préférerais? Avoir une relation amoureuse dans laquelle t'es pas bien, où tu restes dans du confort, ou moins de confort, mais une relation amoureuse que t'aimes. Et la fin du film, tout le film, il te fait croire qu'il va aller vers vive l'amour, fuck le confort, puis il dit non, enfin, fuck l'amour, vive le confort. La fin est extraordinaire. Le dernier plan, ça, c'est une fable, c'est une métaphore, mais la fin est exceptionnelle. C'est ça le but du film. Ça aurait été plate si tout le film, il te dit « Hey, en passant, l'important, c'est l'amour, puis la fin, c'est l'important, c'est l'amour. » Quel film ennuyant! J'ai vraiment été voir un film où il y a un gars qui m'expliquait que l'amour est plus fort que tout. Wesh! Mais ce qui est le fun du film, c'est qu'il t'a tout le long. Il t'amène à quelque part, puis il t'amène ailleurs. C'est ça le but de construire un film. Tu construis quelque chose et tu tombes. Mais toi, t'es pas d'accord avec ce que le film dit. C'est pas que t'as pas aimé les scènes, c'est que t'es pas d'accord avec ce que le film dit. Vraiment pas. Je suis pas d'accord Mais avec ton ce que le film interprétation est peut-être. dit. C'est clair que c'est biaisé, parce qu'on est tous biaisés. Tu sais, c'est peut-être ton interprétation, mais peut-être qu'il y en a d'autres à avoir aussi qui sont aussi légitimes. Là. Tu comprends-tu? Toi, t'as perçu quelque chose. T'as perçu comme occupez-vous des fous, sinon on va tuer tout le monde. Ils vont Ouais. tuer tout le monde. Ouais. Sauf que, Et c'est ce que j'ai observé. À la fin, il tuait tout le monde. c'est ce que, ouais, tue tout le monde. C'est dans pas le film. vraiment une métaphore. Mais est-ce que- Il tue est-ce que tous c'est les ce que le pauvres, film- tue les riches. Est-ce que c'est ce que le À la film veut fin, dire? c'est ça. À la fin, mais c'est vraiment ça. Ils prennent le temps de faire des longs plans au ralenti où il y a un pauvre qui tue un riche. Mais C'est ça le toi, plan qui mettons- monte. Il y a deux, les familles, les Wayne sont super riches. Ils sortent du cinéma avec les pauvres. Ils sortent de leur palace pour aller avec la population. Ils descendent de leur montagne pour aller vers la population. Ils se font tuer par un pauvre. C'est ça le film. Mais toi, mettons... c'est pas, Le punch du film, c'est que le Joker est responsable de la mort des parents à Bruce Wayne. C'est ça le calice de film. C'est pas une métaphore, c'est pas une lecture, c'est le film. C'est la fin du film. Oui! Tout ça construit à tout et tous les éléments, ça amène à ça. Ben oui, mais c'est sûr, il y a clairement une critique des classes puis d'une bourgeoisie déconnectée Non, du peuple. c'est une puis tout ça. critique. Je crois bien plus que c'est une critique de la pauvre. Les pauvres, attention à eux autres, sont dangereux. Parce que Je pense les que riches font mal à personne dans le film. Je pense- Les pauvres, par contre, tuent les riches. Je pense que c'est un peu un genre de pas Bruce mise en Wayne, garde. il est mais- super gentil. Super fin. Je pense que c'est un peu un voici ce qui se passe dans une société où est-ce que les classes se méprisent et ils parlent pas. Ils parlent pas entre eux autres. Un peu comme dans un film que tu as beaucoup aimé qui s'appelle Parasite. Mhm. Mais à la fin, qui gagne? Qui gagne? Ben, les riches. Dans la Je fin l'ai de pas vu. Parasite, les riches gagnent. Le but de Parasite, mais- c'est que une des conclusions de Parasite, c'est que toute la richesse des pauvres dépend, toute la richesse des riches dépend du travail des pauvres, et que les riches, de manière littéraire et dans la vraie, les riches sont au-dessus des pauvres, ils sont par-dessus les pauvres, que les pauvres sont dans Ouais, littéralement. sont dans les excréments. Ouais. C'est ça le but de Parasite. Et que les riches vont rester riches et que les pauvres vont rester pauvres. Et malheureusement, le but de Parasite, c'est pas... Il n'y en aura pas de changement de classe sociale. Si tu nais pauvre, tu vas mourir pauvre. Et si tu nais riche, tu vas mourir riche. Que ça existe pas, changer de classe sociale. Ils ont essayé, les pauvres, ils n'ont pas été capables. C'est ça le but de Parasite. C'est des pauvres qui veulent devenir riches et sont pas capables. Beaucoup plus intéressant, ça. Ben, mais moi, je trouve que Que c'est un le film. C'est un film qui dit. Parce que, tu sais, les personnages principaux sont pauvres, relativement pauvres. En fait, c'est deux familles. C'est un reflet. Puis, mais moi, je trouve que c'est un film qui dit on est tous le parasite de quelqu'un. Parce que cette famille-là de pauvres méprise complètement la famille de riches chez qui ils travaillent
et vice-versa. Eux autres, ces riches-là méprisent les riches. Puis ces pauvres-là qu'on suit, la famille principale, le Soulon dans la rue qui arrive puis qui pèse partout, est aussi leur parasite parce qu'il est en dessous d'eux autres. Fait que tout le monde est classé, straté comme des sociétés vraiment par on peut aussi voir par aussi strat. que les parasites des pauvres, c'est les riches. Parce Oui, que ben absolument. Le parasite des pauvres, c'est les riches, mais c'est aussi le plus Mais pauvre. ça, c'est une idée beaucoup plus intéressante que le Joker. Ça, c'est brillant comme idée. C'est comme, hey, on est tous le parasite de quelqu'un. C'est brillant, c'est riche. Le Joker, c'est, hey, ma manteau, là. Mais c'est parce que Oui, tu tue peux pas faire ça. sac. Tu peux pas faire ça pour que ce soit vu. Je suis d'accord avec toi que le Joker, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Là. Ben alors, Ni le meilleur mais film que j'ai vu cette année. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Faut pas juste faire, ben là, tu sais, faut prendre en considération que le monde soit niaiseux, c'est ennuyant. Non, mais il faut considérer la portée du la film. portée, exact. Tu sais, mettons là, c'est sûr que un film qui fait en Italie, vu par, je sais pas, 15 000 personnes, qui est ultra niche, mais qui est encensé des critiques, il va être vu par plus que 15 000 personnes, là, mais qui est encensé des critiques, aura pas la même portée, va pouvoir se permettre d'être pas mal plus edgy qu'un film que tu dis, OK, là, je veux essayer d'amener le monde au cinéma. C'est pas le même... Mais le réalisateur de Parasite, il est en Corée du Sud. C'est une superstar. Ouais, il fait des films populaires. Ouais. Il s'inspire du cinéma américain. C'est un peu débile qu'on a accepté qu'aux États-Unis, le cinéma... En passant, tout ce qu'on dit, on parle du cinéma, la télévision américaine est extrêmement nuancée. Je veux dire, les séries américaines sont réputées pour être nuancées et être réfléchies pour des adultes, un public adulte. Et c'est super populaire. C'est une des raisons pourquoi, à mon avis, le cinéma commence à perdre de l'aile. Alors, je pense que le cinéma va mourir s'il pense comme ça. S'il fait, ben là, pour que le monde aille au cinéma, il faut faire des films où le monde porte du spandex. Mais ça s'est fait avec la demande, là. C'est-à-dire? Ça s'est fait avec la demande. Je veux dire, le monde a commencé à aller voir ces films-là parce que c'était ça qu'ils voulaient aller voir sur des écrans géants, payés. C'est du marketing. Je pense pas que ça... On oublie aussi que dans la demande, il y a dans les budgets des films de Marvel, une des raisons pourquoi on y va autant, c'est qu'ils mettent tellement d'argent pour qu'on aille le voir. C'est pas juste le marché qui parle, c'est aussi la publicité. Là. Mais mettons, si je suis pour amener ma famille au cinéma, ça va me coûter 100$ pour une sortie au cinéma, ça va être pour un film qui vaut la peine d'être vu sur écran géant avec des haut-parleurs. On parle du marché. Là. Le marché décide que ça coûte 100$. Pas obligé de mettre ça 100$. C'est le marché qui a décidé ça. Le marché, c'est aussi ça. C'est décider, pour aller au cinéma, faut que ça coûte, avec ta famille, il faut que ça coûte 100$. Le marché qui décide ça. Mais c'est eux l'industrie du cinéma. Ça coûtait pas ça quand plus de monde y allait, tu sais. Je pense que... Je sais pas si c'est une question que moins de monde qui y vont. Ben, moi, je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup moins de monde qui vont au cinéma maintenant que dans les années 70, là. Ça, c'est sûr et certain. C'était moins cher, fait qu'il y a plus de monde qui pouvait se le permettre. Exactement. Il y avait moins d'alternatives aussi, là, maintenant. Ouais. Maintenant, tu peux tout faire. Moi, chez nous, je peux streamer n'importe quel film, qu'il soit sorti ou non, tu sais. Puis si c'est un film qui vaut pas la peine d'être vu sur écran géant, tu peux être certain que je vais pas me déplacer au Cinéplex à côté de chez nous pour aller l'écouter, là. C'est sûr que non. Fait que maintenant, tous les films, il faut qu'il y ait des effets spéciaux et... Non, mais c'est ça la force du Joker. C'est qu'il n'y en a pas. Ben, à la fin, il coûte cher, ce film-là. Là. Et c'est un film qui coûte cher, mais ça doit pas coûter aussi cher qu'un film comme les Avengers, justement. C'est sûrement le film de super-héros le moins cher. Mais c'est pas un film qui mise sur ses effets spéciaux pour... Exact. C'est pas un film qui t'enlève C'est ça, les effets la spéciaux force puis c'est plus du film. bon. Les films, tu sais, un film de Avengers, t'enlèves les effets spéciaux, c'est plus bon. C'est juste la merde, là. Tu sais, il reste plus rien. Ça, c'est pas ça, tu sais. Ouais. C'est ça la force aussi, mettons, du... puis c'est une raison pourquoi le Hobbit, ça a chié après, puis que moi, j'ai moins aimé ça que le Seigneur des Anneaux, c'est que le Seigneur des Anneaux, il n'y en a pas d'effets spéciaux. Il y en a, là, mais il y en a très peu. Des dragons. Dans le Seigneur des Anneaux, la première trilogie là, qu'ils ont faite. Il y a déjà un effet spéciaux. Non, le personnage il y a principal, des effets spéciaux, pas vraiment mais sa grandeur. C'est des Des figurants. costumes, ouais, je sais Des pas. costumes. C'est des films fois- les plus chers que j'ai jamais eu. Ouais, Plein sauf que d'effets justement, spéciaux. non, mais c'est cher pas à cause des effets spéciaux, c'est cher parce qu'ils sont en des shots de crane dans une forêt, des shots de 15 secondes coûtent 1 million à tourner. Là. Non, mais c'est sûr que c'est bourré d'effets spéciaux. Il y en a plein. Mais je pense que ce que tu veux dire, c'est que c'est pas l'effet spécial qui fait qu'il y a un film. Puis même que c'est le fait qu'il y en a moins que c'est hot. Ou t'es remarques pas, t'es remarques moins. Ben, mettons les shots d'hélicoptère en Nouvelle-Zélande, là. Ouais. C'est pas du green screen, là. Ouais. C'est eux autres qui courent en Nouvelle-Zélande, dans les paysages là-bas, ils se sont déplacés. C'est pour ça que ça coûte extrêmement cher, mais c'est ça qui fait que c'est hot. C'est ça qui fait que c'est hot. Puis moi, c'est pour ça que je trouve que le Joker, pour full circle au Joker, c'est pour ça que je trouve que ça l'a réussi dans ce que ça voulait faire. C'est-à-dire faire un film qui est pas basé sur des explosions, puis du CGI, puis du green screen,
que le monde va aller au cinéma pour voir, puis qui se sont déplacés massivement pour aller voir un film, comme on faisait v'là 30 ans. Tu sais, Joker, dans le fond, là, c'est la plus grande arnaque de l'histoire du cinéma. Ouais, là. c'est ça. Parce que t'appelles ça Joker, mais c'est pas un film de Batman. C'est pas un film sur le Joker. Seule ligne. C'est un film sur. Il y a un gars qui est foncièrement méchant, il faut l'arrêter. Ok, ouais, mais il aurait pu s'appeler Joe Blow. Là. Non. Comprends-tu? Ben, je pense que oui. C'est un méchant. Au lieu d'appeler ça Gotham, t'appelles ça New York. Au lieu d'appeler ça Wayne, t'appelles ça, tu donnes un autre nom. Puis au lieu de l'appeler Joker, tu donnes un autre nom. Puis t'as un film pareil, puis personne ne voit le lien avec Batman. Ouais. Comprends-tu? C'est vrai. C'est dans T'sais, l'idée. mettons que tu fais un film de Batman, mais là, c'est un gars qui s'habille en chauve-souris, il y a une Mais Batmobile. au départ, Batman, là, c'est une idée extrêmement de droite et conservatrice. Batman, c'est l'histoire d'un milliardaire qui est un justicier qui va battre des pauvres. C'est ça l'idée de Batman. Le film de Joker, c'est ça! C'est le style d'idéologie de Batman. C'est pour ça que c'est nul, ce calice de film-là. C'est un film weird, avec une idéologie bizarre, faite par... T'as le Todd Phillips, là? C'est un gars extrêmement riche, il a fait de Hangover, puis il a des points sur le fait. Il est extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il connaît à la pauvreté de vivre à New York? C'est un gars qui vit dans un palace à Beverly Hills. Qu'est-ce qu'il connaît à ça? Là t'attaques le messager, là, ça va pas Mais bien sûr, le messager, c'est son film! Mais non, mais je veux C'est dire, son message! J'espère qu'il attaque le messager! c'est un sophisme, ce que tu fais là. Cool! Cool! Mais il faut regarder le messager, c'est important! Tout ce que je voulais dire tantôt, là, c'est que... Vous avez remarqué que dans les premiers films de Star Wars, ça c'est un truc que tout le monde a observé, dans les premiers films de Star Wars, quand George Lucas était rien, la force, tout le monde l'avait à l'intérieur de soi. C'était ça l'idée de la force de Star Wars. Si tu vas au fond de toi, tu peux être un héros. Quand George Lucas est devenu milliardaire, dans son autre trilogie, la force était dans le sang. Ah oui, comme ça, c'est si une décision t'étais de élu. merde. Ah oui. Fait que c'est clair que le messager change. C'est que dans la vie, là, t'as une perspective de la société tellement différente. Si t'as 20$ à ton compte chèque ou 20 millions, tout change! Tout change! C'est extrêmement conservateur comme idée! C'est tellement conservateur l'idée du Joker. Puis c'est fait par des gens. Qu'est-ce que les. Mais moi, je pense pas que tu peux. C'est conservateur. C'est tellement étrange. Je pense pas que tu peux prendre le background du réalisateur Oui, tu pour peux. critiquer le film. Mais bien sûr que oui. Mais non, mais Tu peux aussi prendre le background du réalisateur pour encenser un film. Mettons le background de Tarantino, c'est que c'est un gars qui a vu tous les films. C'est quoi ses films? C'est des hommages au cinéma. C'est une relecture du cinéma. C'est important de prendre ça en considération. Je pense pas. Ben non, C'est moi je pense tu regardes l'œuvre en tant que telle, tu juges l'œuvre pour ce qu'elle est. C'est super important de voir d'où vient l'artiste. Kafka est Kafka avec ce qu'il a vécu. Tu peux t'intéresser. Quand tu connais la relation entre Kafka et son père, tu fais « Ah, tout s'explique. » Non, mais tout s'explique. Ouais, mais mais ça change rien à ta compréhension de son œuvre. Ça aide. Ça aide tellement. Ça aide, puis ça la rend plus Mais riche. faut pas que la provenance de l'artiste devienne une clé de compréhension. À mon avis, c'est une clé. Je veux dire, Spielberg, on en a parlé, il est obsédé par la guerre mondiale. Mais moi, si j'étais juif, puis il y a 20 ans, il y a eu une guerre mondiale où des gens ouvertement voulaient me tuer pour mon ethnie, je serais obsédé par ça. C'est normal que Spielberg soit obsédé par ça. La liste de Schindler, au début, la liste de Schindler est juste faite par un juif. C'est un projet qui durait des années parce qu'il voulait le donner à plein de réalisateurs qui n'étaient pas juifs et ça mettait mal à l'aise tout le monde. Pensez-vous qu'à de Schindler, ça serait aussi touchant si c'était fait par un Italien? 100%. Pense pas. Le film comme tel serait aussi touchant, c'est sûr. Même Scorsese a dit ça à Spielberg. Il a dit, je veux le produire, Scorsese veut-tu le faire? Puis il a fait, mais non, c'est ton histoire. C'est bien mieux. Je veux dire, les films... Possiblement, mais l'affaire, c'est que possiblement qu'il l'a l'a mieux raconté. Parce que à cause de son background, mais rendu là, on s'en fout. Je pense pas. Je pense que la provenance d'un artiste, c'est tellement important. Moi, je pense qu'une œuvre, si elle est forte, l'auteur pourrait être anonyme. Depuis qu'il y a des femmes qui font du cinéma, les femmes au cinéma les personnages de femmes sont beaucoup plus intéressants. Ben oui, mais c'est normal. C'est important. Évidemment. Mais évidemment, c'est vrai pour tout ça. C'est vrai pour absolument. C'est pareil depuis qu'il y a des Noirs qui réalisent des films. Ben comment les Noirs sont perçus au cinéma est beaucoup plus intéressant, Évidemment. beaucoup plus nuancé. Évidemment. 100%. Mais ça change rien. Spike Lee a des. Ça change rien de c'est bon connaître. parce que. Ça change rien de connaître, de savoir le background. Tu sais, une fois que ça c'est un fait, que évidemment que plus il y a de réalisatrices femmes, plus les femmes vont être mises de l'avant, ça c'est parfait. Mais ça Plus les fait rôles de bien. femmes vont être riches parce que la réalisatrice sait de quoi qu'elle parle. Évidemment. Sauf que tu prends la même œuvre, le même film, la même chose. Un personnage féminin fort, bien représenté. Après ça, qu'il l'a fait,
Ça change tout. Moi, je crois que qui fait quelque chose, ça change tout. Ben, c'est sûr que l'artiste, il est pour beaucoup dans le succès de son œuvre, mais une fois, comme Dominique dit, une fois que l'œuvre est terminée, ça appartient à la personne qui consomme. Une fois que l'œuvre est out there, ça appartient plus à l'artiste, on s'en fout. Bon, on s'en fout. Tu peux t'y intéresser. Après avoir vu quelque chose, tu peux t'y intéresser et faire OK, j'aimerais ça avoir une clé de compréhension, puis après ça, et voir que Spielberg, lui, il traite de la Deuxième Guerre mondiale. Tu peux faire ça. Mais une fois que l'œuvre est là, une fois que le livre existe, on s'en fout qu'il l'a écrit. Non. Je pense que c'est fascinant de savoir qui l'a fait. C'est pour ça que C'est fascinant. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis ça donne beaucoup de clés à l'œuvre. Savoir d'où la personne vient. Si tu as besoin d'avoir plus de clés. Mais une fois que l'œuvre qui existe comme ça. Moi, je pense que l'œuvre devrait avoir toutes les clés en même l'œuvre. Mais si tu es incapable de ressortir l'essence de l'œuvre sans les lire, sinon on lirait juste des biographies, là, tu comprends? Là? Si c'est la vie des gens qui est intéressante, je pense que l'œuvre devrait avoir tout ce qu'il y a besoin intrinsèquement à l'intérieur d'elle pour pas avoir besoin d'aller chercher plus loin. Ça, c'est quand c'est réussi. Mais Quand c'est réussi. c'est dur. On fait pas des chefs-d'œuvre tout le temps. Non. Mais je crois que c'est essentiel de savoir d'où la personne vient. Ça change tout. Ça, c'est ta perspective. C'est important de voir un film. Ça t'est jamais arrivé de voir une œuvre faire non, mais il y a quelque chose qui clique, qui me dérange. C'est pas que ça clique pas, mais au contraire, ça clique pas. C'est étrange. Tu t'intéresses aux gens qui font le film, tu fais ah, voilà. Tu sais, mettons, Ça rend-tu l'œuvre meilleure en soi? On revient au Big Lebowski. Le Big Lebowski, c'est les frères Coen sont obsédés par la philosophie. Mm-hmm. Quand tu t'intéresses aux frères Coen, c'est des gars qui sont obsédés par la philosophie. Ben, le Big Lebowski, tu fais ah! Quand tu sais ça, tu fais ah! Puis tu t'intéresses au. Oui, mais le film n'est pas meilleur. Le film est bon. Le film est bon à cause. Si tu sais que un peu, si tu peux voir ça comme étant le mythe de Sophisme, pas Sophisme, le mythe de Sisyphus. Oui, malheureusement, le mythe de Sophisme. C'est un peu une manière que les frères Coen ont montré ce film-là. C'est encore plus riche quand tu le regardes une autre fois. C'est encore plus le fun. C'est le fun pour revoir le film. Tu l'as dit toi-même. Ce qui est le fun du Big Lebowski, c'est qu'il y a tellement de couches que quand tu le regardes une autre fois, tu vois d'autres choses. Mais quand tu t'intéresses à la personne qui a fait l'œuvre, il y a des choses qui cliquent. Moi, je le fais toujours, là, lire sur le film que je viens de voir, puis des fois le revoir en lumière de ça, lire sur des analyses ou lire on revient de Big Lebowski. C'est qui les frères Coen? C'est deux gars du Minnesota. Qui sont installés à Los Angeles. Un peu de Big Lebowski, on peut voir que c'est un peu comme les frères Coen. C'est des gars étrangers à la haute bourgeoisie de Los Angeles. C'est un peu ça de Big Lebowski. C'est trois gars qui vont dans la haute bourgeoisie de Los Angeles, puis ils rencontrent un pornographe bizarre, ils rencontrent un millionnaire qui on réalise qu'il n'est pas vraiment millionnaire, il a juste l'argent d'un autre. Mm-hmm. Ils sont pognés avec plein de trucs étranges. C'est intéressant quand tu sais ça. Mais ce que tu as dit tantôt, quand tu sais ça. Puis évidemment que ça vaut la peine de réfléchir sur une œuvre puis d'aller lire d'autres analyses pour la comprendre mieux. Mais là, on parle que c'est intéressant qui fait l'œuvre. Ou qui fait l'œuvre. C'est sûr que ça t'aide à le voir d'un autre œil ou de voir des choses que tu voyais pas. Mais si tu vas le revoir après ça, c'est parce que c'est dans l'œuvre. C'est parce qu'il y est là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est qu'il est... L'artiste l'a transmis dans son œuvre. Oui. Si l'artiste est intéressant, mais il transmet rien dans ses œuvres sont pas intéressantes. Comment est-ce que je veux dire? Je pourrais avoir la vie la plus intéressante, je pourrais avoir vécu les plus grandes choses. Si je transmets pas ça dans mes œuvres sont quand même pas bonnes. OK. Ça rend pas l'œuvre meilleure parce que moi, j'ai une vie trépidante. Mais en quoi, dans ce que tu viens de dire, l'artiste n'est pas important? L'artiste est important. Quand je dis d'où vient l'artiste et qui est l'artiste, c'est fascinant. Ben oui, moi, je trouve que intéressant. C'est primordial. C'est vraiment, vraiment intéressant de savoir d'où vient l'artiste. C'est super intéressant. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment intéressant. On devrait pas juger une œuvre par qui est son artiste. On devrait juger l'œuvre en soi. On devrait pas donner un Oscar à cause que c'est Tarantino qui l'a réalisé. On devrait juste... Est-ce que le film est bon? Puis il est bon parce que c'est Tarantino qui l'a réalisé ou parce que c'est un tel ou un tel. On devrait pas lui donner le prix à cause que c'est lui. Au départ, les prix, c'est pas important qu'on donne des prix. Là. Thomas, j'aimerais qu'on change de sujet. OK. Parce que là, on a parlé beaucoup de ta passion pour le cinéma. Oui. Mais il y a une autre passion que je sais qui était très chère et importante. C'est la sexualité. J'adore la sexualité. C'est super le fun. C'est le gars que je connais qui aime le plus et qui parle plus de sexe que j'ai jamais rencontré. J'aime ça. C'est vraiment agréable. J'aime ça. C'est une activité que j'adore. Oui. Mais mon père, mon père était sexologue. Ah, voilà. Je m'intéresse à j'ai été élevé par un gars qui a étudié en sexologie. Quand même. Vous parliez de sexe à la maison tout le temps avec ton père? Jamais. Jamais, mais OK. Ah, c'est intéressant. Mon père était sexologue, on parlait jamais de sexualité à la maison. C'est clair que ça m'a fucké.
tu voulais comprendre, tu voulais... Mais par contre, j'ai eu accès à la sexualité de mon père. J'ai souvent entendu parler de mon père faire l'amour. Ok. J'ai vraiment eu accès à la sexualité de mon père. Mais tu vois comme c'est Carte fascinant, blanche. l'artiste. Tu vois comme c'est fascinant quand tu sais ça. C'est clair que intéressant, c'est une définitivement raison pourquoi je intéressant. peux parler de ma sexualité sans trop être vulgaire, parce que je sais c'est quoi des gens qui rentrent dans la bulle de l'autre. C'est tellement important de savoir d'où vient l'artiste. C'est pour ça que je suis fasciné par la sexualité. T'entendais ton père... à quel âge t'entendais ton père? À partir de l'âge de 8 ans, de 8 à l'âge de 16 ans, j'ai beaucoup entendu mon père faire l'amour très fort. Pourquoi t'avais une chambre qui était proche de la sienne? Non, mais il faisait l'amour très fort. OK. C'est ça, c'était ça rend bruyant. ça encore plus vulgaire. C'était lui qui était bruyant, c'était pas ses partenaires. C'était ses partenaires, les deux étaient les partenaires étaient très bruyants et lui aussi. Plusieurs partenaires? Ben oui, oui, bien sûr. Parce que mon père, ma mère est morte quand j'avais l'âge de 4 ans. Ok. Alors, il y a eu beaucoup de blondes. Fait que moi, très tôt dans ma vie, j'ai vu mon père avoir plein de rapports sexuels avec des femmes différentes. Puis là, ça, tu penses que ça t'a... Convaincu. fucké, là? Convaincu. Convaincu. C'est pas, tu devrais pas... un enfant devrait pas être aussi conscient de la sexualité de ses parents. Je suis convaincu. Puis lui-même qui était sexologue, il pensait pas ça? Non. Ou il y pensait, puis à quelque part, c'était dans son schéma sexuel. Mon père est très exhibitionniste. Je peux pas concevoir que tu penses que c'est une bonne idée de fourrer extrêmement fort quand ton enfant de 8 ans dort à côté. Lui, il croyait que c'était une bonne idée. Je croyais que c'est une bonne Il était convaincu que c'était une bonne idée. Ou peut-être que pour avoir une sexualité accomplie, ça prenait le bruit, puis que ça allait au-delà de... Pour lui, l'entend, c'était plus important dans l'échelle des priorités Ouais. que le bien-être psychologique de son fils. Ça se pourrait. Je suis d'accord avec cette analyse. Je suis d'accord, ouais. T'en as-tu déjà reparlé avec ton père? Jamais. Le lendemain matin, quand tu te levais là, au déjeuner, il j'ai disait aucune pas, idée comment excuse-moi, aborder avec mon père. Quand tu fais l'amour, c'est très bruyant. Et j'ai l'âge de 11 ans. Et je ne sais pas comment gérer ça. J'ai jamais eu cette conversation-là. Jamais. Toi, quand tu fais l'amour, t'as-tu besoin que ça soit bruyant? Non, je suis silencieux. Ça a pas été- Peut-être que c'est un lien. Peut-être que la raison pourquoi je fais si peu de bruit, c'est que je veux pas imiter mon père. Je suis silencieux. Je suis ça- Ah, ça- un chat, Je là. suis extrêmement silencieux. Ouais, je suis extrêmement silencieux. Moi, j'adore la sexualité. Et je suis d'avis qu'il faut parler de masturbation et le plus tôt possible et encourager les gens à se masturber. Hmm. Que les gens qui se masturbent sont beaucoup plus détendus que les gens qui se masturbent. Ouais, mais une limite Sans à la aucun masturbation. Non. Non? Non, il n'y a pas de limite à la Tu masturbation. penses pas qu'on peut trop se masturber? Je pense pas. Aucune limite. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas Tu de penses limite. pas qu'on peut trop se masturber? Non. Mais ça, à un moment donné, Moi, je ça pense que comme- le danger, c'est la masturbation avec la pornographie. Pourquoi? Parce que, éventuellement, la limite entre... En fait, la frontière entre la pornographie et ta vie sexuelle va devenir de plus en plus floue. Puis moi, je suis d'avis qu'il faut travailler aussi son imaginaire dans la masturbation. J'ai l'impression qu'il faut une bonne balance. Moi, mettons, quand j'ai pas beaucoup de temps à perdre, j'utilise la pornographie. Puis quand j'ai plus de temps, pas à perdre, là, mais quand j'ai plus... disons-le. Quand j'ai plus de temps, je fais l'exercice mental. Je trouve que je suis capable de reproduire des trucs qui sont plus proches de ma vraie sexualité avec ma tête que quand je regarde Adriana Chekix sur Pornhub. Là, tu sais. Ça m'amuse toujours cet argument-là que la pornographie, c'est pas comme la vraie sexualité. Mettons, bref. C'est pour ça que c'est excitant, la pornographie. Oui, c'est pas la... je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu ne fais que consommer ça quand tu procures un plaisir, j'imagine qu'il va y avoir une espèce de réponse de Pavlov qui va faire que si la fille, elle a pas deux bras au complet dans le trou de cul, là, toi, ça t'excite pas. Là. Je connais personne qui regarde ça. Il y en a plusieurs parce qu'ils font de l'argent. Je connais personne qui regarde ça. T'aimes ça, toi, des deux mains dans un cul? Non, pas deux. Mais ça me fait rire. Quand on parle de sexe, quand on parle de pornographie, la pornographie, deux mains dans le cul, là. Ah non, mais là, c'est parce que j'ai définitivement exagéré, mais Mais moi, je regarde des affaires j'aurais pu... que jamais, dans ma sexualité à moi, je vais expérimenter. Genre la fille qui jouit. Waouh! Ça m'est jamais arrivé. Non, fallait que Une fille qui a du fun. Ok, comme quoi, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu vas chercher dans la pornographie que tu vivras jamais dans ta sexualité? Parce que eux, s'ils le font, tu peux le faire. Je peux physiquement probablement le faire, là. c'est pas une question. Fait que c'est quoi? Non, mais man, tu sais, genre, je sais pas, là, tu sais... 3 filles qui sucent un pénis puis qui se le rendent tellement loin dans la gorge qu'ils en pleurent puis qu'ils sont rouges puis que ça leur sort par le nez.
Tu peux faire ça, tu peux prendre un pénis Je peux- puis juste je le peux sucer faire jusqu'à ce ça. que tu pleures. Je peux le faire. Ça, tu peux. Est-ce que je veux le faire? Je peux le regarder, mais si ça arrivait dans mon intimité à moi, avec quelqu'un qui est proche de moi, puis qui est là, à se mettre à faire ça, puis à pleurer tellement qu'à Deep Throat, je sais pas si j'aimerais ça. Est-ce que ça t'excite quand tu le regardes dans ton écran? Ben, Fait que oui. parfois. Alors pourquoi t'as-tu déjà essayé? Non. Je t'encourage à faire ça. 2020, moi, tu sais, moi, je fais dans les projets. Ah, mais c'est 2020, Ouais, résolution. 2020, Dans ton j'espère exemple, qu'une dans ton fille- exemple exact, c'est pas vraiment toi qui décides. Comme c'est pas. Non. Dom, essaye ça. Non, Ah, mais là, tabarnak, comment tu veux? Comment tu veux? Ben, tu prends quelqu'un qui a de la difficulté puis qui pleure. Ça existe. Il y a des gens C'est que ça ça, excite. man. Mais c'est vrai, il y a des gens, autant que ça existe de voir l'autre personne pleurer, il y a des gens qui ça les excite. Tellement avoir un pénis creux qui pleure. Ça existe. Ces deux personnes-là peuvent se trouver. Ouais, mais oui, mais est-ce que Es-tu en relation amoureuse? non. Mais tu peux! Ah là, c'est deux gars. Moi, c'est drôle parce qu'on est deux gars pas en relation amoureuse. Moi, Non, je te mais pousse à non, mais tu sais, vivre tes fantasmes, c'est pas fini. Là. je sais pas. Mon fantasme, c'était genre, oh, faire ça à 4 heures. Wouh! Moi, je pense quand même. Je comprends qu'est-ce que tu dis que on peut aller là, tu sais. Tu peux aller là. Sauf que veux pas, la Sans faire- sexualité, la pornographie est quand même souvent loin de la sexualité de tous les jours du Québécois moyen. En fait, non. Il y a beaucoup de sexualité. C'est juste deux personnes qui se prennent leur iPhone puis qui baisent. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Ouais. C'est même très, très proche de la sexualité. C'est ce qui est, à mon avis, très dommage de la pornographie en ce moment, c'est qu'elle devient extrêmement normale. Elle ressemble c'est juste des gens qui se filment avec leur cellulaire. C'est très... Très amateur. Je te donne un autre exemple. OK? Exemple, je regarde une vidéo, OK, où il y a 8 gars qui, chacun à leur tour, viennent à la face d'une fille. Il y a une fille, 7. 8 gars. Oui. Hein? Le sexe en groupe semble beaucoup t'exciter. Ah oui? Je prends des notes. Bingo! Ah oui, c'est correct. mais il y a moyen de faire l'amour en groupe, là. C'est faisable. Oui, je Il y a sais, un ça se fait. super beau gars avec une plateforme. Il y a moyen. Les gens, Avec dans une les plateforme. dans les Écrivez dans commentaires, ces commentaires. mettez-vous en gang, les filles. Écrivez à Dom. Il y a moyen Ok. d'avoir du fun. Bon. Cette scène-là. Avec là. la beauté que t'as, là, tu peux avoir réaliser pas mal tous tes fantasmes. Ouais, mais est-ce que j'ai le goût? C'est ça la question. J'ai pas nécessairement le goût de les réaliser. Est-ce que j'aimerais être l'un de ces 8 gars-là? Moi, tu sais, je regarde la scène, mais imaginez que dans la scène, je suis là, il y a 7 autres gars avec moi, on se touche un peu, il y a une fille dans le milieu que... J'ai-tu vraiment le gout d'être un de ces 8 gars-là? Je pense pas. Je pense pas que j'ai Mais- le goût, c'est ça ma sexualité, Mais même quand, si... mais quand tu le regardes, t'as une érection. Ça m'est déjà arrivé. T'as un peu le goût! Mais t'as un peu le goût! Si tu vas vers ça, c'est que t'as le goût! C'est sûr que t'as le goût! Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ben là, pourquoi tu vas vers ça? C'est quand même Mais non, génial mais moi, que tu je regardes la pense- pornographie mais non, et que mais- tu dis, mais j'ai pas le goût. Ben C'est là. pas tout le monde. Hey, c'est pas tout le monde qui regarde la pornographie, qui est en concordance avec leur sexualité. Là. Ah, non, mais. Ça veut pas dire que- En fait, oui. Généralement, tu regardes ce qui t'excite. Parce que sinon, tu ne bandes pas. Moi, quand je regarde deux gars s'enculer, je ne bande pas. Parce que ça n'a pas rapport avec ma sexualité. Ah ouais? Mais toi, si. Dès que t'es excité, tu fais, moi, j'ai envie de voir 8 gars là, prendre une fille, puis la fille a pas d'issue. Ça t'excite? Je sais pas. Hmm. Je sais pas si. Moi, man, Là, je triple. Là. tu sais, OK. Moi, l'idée, là, d'être avec une Je pense que fille... c'est très différent du podcast avec Jérémy Demé. Hein. Ah, c'est tout à fait. Écoute, Tu l'as-tu écouté? Oui, des parties, oui. Mais continue, tu parles de ta sexualité, je t'écoute. c'est effectivement très dur. Non, mais OK. Reste avec moi, Thomas. Moi, l'idée On est là. de, mettons, une soirée, j'étais avec une fille que j'apprécie vraiment beaucoup. On va manger de quoi? On va au cinéma voir Parasite Ou Joker. ou Joker. Puis on revient à la maison, on prend un petit verre, on jase pendant longtemps, on se french pendant une demi-heure. Puis là, on est crissement excités. Puis là, on fait l'amour. Puis on commence bien tranquillement. Vraiment lover, on est collés, on est connectés ensemble. Puis genre, finalement, en bout de ligne, on fait l'amour. Il n'y a rien de bestial, il n'y a rien d'intense. Mais c'est beau. Puis les deux, on a capoté. Pour moi, cette idée-là est beaucoup plus excitante et intéressante que l'idée d'être avec 8 autres gars puis venir sur la face d'une fille. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus proche d'une sexualité
qui m'intéresse, tu sais. J'ai tellement... T'allais dire propre. T'allais faire des guillemets d'une... Non, pas propre. Non, une sexualité qui m'intéresse. Il y a tellement de choses que t'as dit qui mais m'intéressent. regarder ce vidéo-là, c'est un peu plate. Comprends-tu ce que je veux dire? Bien sûr. Regarde. Parce qu'à quelque part, t'es en... Moi, j'ai de plein d'affaires. Premièrement, je suis plus... La sexualité, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être plein d'affaires. Ouais. Je veux dire, il y a des gens, même leur sexualité, des fois, ils sortent avec des gars, des fois des filles, des fois... Puis ils vont chercher les deux dans... quelque chose dans les deux. Mais moi, je dis, les deux sont possibles. Et je dirais même que c'est pour ça que ça t'excite autant, les 8 gars. C'est ce que moi, je pense que ça t'excite pas autant. Ce que tu viens de me décrire, ça t'excite pas autant que ça. Ça t'excite pas tant que ça. Mais... Ce que je viens de décrire. Je suis sûr pas tant que ça. Mais t'es bien moralement avec ça. Puis... Non, mais je dis pas juste ça pour bien paraître au podcast, là. Non, pas bien paraître. Moralement, dans ton intérieur. Là. Même, j'ai l'impression que tu te faisais des... OK, il y a un film... Connaissez-vous le film La Pianiste? Le film La Pianiste, c'est un film autrichien génial, puis c'est sur le BDSM. Et un des analyses encore de Zizek, c'est à la fin, elle a tripe sur de la violence, mais très, 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 très forte. Et à la fin du film, parce qu'on répète, moi je pense toujours à la fin du film qui fait l'œuvre, à la fin du film, elle se fait battre et violer devant sa mère. Okay. Mais elle avait demandé au gars de faire ça. Mais elle saigne, puis elle pleure, puis elle shake, puis elle est traumatisée. Puis un des thèmes, selon le philosophe du film, c'est qu'il ne faut jamais réaliser ses rêves. Des fois, on fantasme sur quelque chose, mais c'est mieux de ne pas le faire. Peut-être que c'est ce que tu vis en ce moment. Absolument. Par contre, moi, j'ai envie de te dire, faut que tu essaies. L'autre jour, quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais sûr. C'est quoi? Ça marche pas que les filles doivent être gays. Ça marche pas que les filles. C'est qu'à l'intérieur, je clique plus avec les gars. T'allais me faire suivre par des gars de 30 ans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. L'essayer, C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas normal qu'un gars te suce puis tu penses à des gros seins. C'est pas normal qu'un gars te suce. Vraiment, le fou, il te suce tellement bien. C'est sûr. Parce qu'il y a de l'expérience. Et il doit bien sucer. Il est bon, techniquement impeccable. Puis tu fais, je peux pas pogner ses seins, c'est ennuyant. T'apprends que t'es pas gay quand tu fais un orgasme. Moi, des fois, j'étais avec un gars, puis j'ai juste... je suis sorti, puis j'ai fait semblant de venir dans ma main. J'arrivais pas à atteindre l'orgasme. T'as mis ta main, t'as fait ta main là-dedans. Là, tu l'as fermé, genre. Ouais, puis j'ai fait c'était fou. Je vais aller me laver les mains. Ouais, c'était fou, man. Montre-moi ta main. Ouvre ta main. Le gars était pas dupe. Le gars, c'est pas la première fois qu'il suce un hétéro que ça réclame pas ça. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que le problème avec la culture pornographique... Pourquoi ça serait un problème? Non, mais je vais finir ma question. T'as un problème quand ça devient une dépendance. Ben, vous pensez pas Ça que ça met une pression un peu fucked up sur les femmes? Puis même sur les hommes. Tu sais, mettons, t'es jeune, là, tout le monde... Tu sais, moi, mon cellulaire, là, OK... tout le monde vit... On oublie que c'est ça, entre avoir 17 et 22 ans. Tu vis une pression énorme de devenir un adulte quand t'es pas prêt. C'est ça, une pression énorme. L'université, c'est une pression énorme. Le marché du travail, c'est une pression énorme à cet âge-là. C'est pas une pression irréelle. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions à l'université, des burn-out, c'est vrai. Là. Il y a des gens, beaucoup de gens. L'université pousse bien plus de gens en burn-out que la pornographie. Mettons que je suis une jeune fille en ce moment là, de 14 ans, puis c'est sûr qu'il y en a qui écoutent le podcast, puis qui entendent de me dire, hey, moi je trippe quand même de voir 3 filles qui vont, puis jusqu'à temps qu'ils pleurent. Oui, mais à 14 ans, t'as pas la maturité sexuelle. T'as pas maturité, alors tu prends ce discours-là en disant faut que je place ça. Quand tu prends de la maturité. Mais tout le monde a accès à ça sur son cellulaire. Il n'y a pas personne qui fait un tri. Là. Mais après, normal. Tu cliques pas sur oui quand as-tu 18 ans. Il y a personne qui fait ça. Ce que je faisais par là, c'est que... Moi, je trouve que c'est problématique de dire on a accès à ça dans notre poche. Puis c'est ça l'image de la sexualité qu'on donne à des gens qui l'ont peut-être même pas expérimenté. Puis là, de voir justement là, ce que tu viens de dire, une fille qui se met à pleurer parce qu'elle a ça trop profond dans le fond de la gorge, quand t'as 14 ans, tu fais « Chris, ça va être ça ». Puis là, après ça, quand t'es un gars de 14 ans qui regarde ça... Je veux ça. Puis là, pour la première fois, tu te ramasses chez ta blonde ou ta première blonde ou une fille que tu fréquentes. Puis là, toi, dans ta tête... Elle touche ton pénis puis tu viens. Il y a aussi ça. Il y a aussi que m'amener tout ce que tu as dans ta tête, c'est pas dans la vraie vie. Peut-être pas, justement. C'est ça, l'affaire. Parce que si toi, tu t'es conditionné à voir ça, puis que là, c'est comme une fille qui connaît pas trop sa sexualité, puis là, c'est à essai-erreur, puis là, toi, tu vois ça, tu fais tabarnak, c'est pas ça que j'ai vu. Même la fille, elle voit ça, elle fait Chris, moi, je suis pas game de me coller ça jusqu'à vomir, là, tu sais. Je trouve que c'est problématique à ce niveau-là. Je veux dire, moi, je vais regarder de la pornographie, je vais savoir très bien faire la différence entre
ma sexualité puis la sexualité que je regarde. Je suis sur convaincu que Internet. dans la majorité des cas, eux aussi. Je pense que dans la majorité des cas, les gens sont capables de faire la différence entre la vraie vie et ce qu'ils voient, c'est pas la vraie vie. Mais dans le cas de gens jeunes, Jeune, c'est ça le ou problème. dans le cas de certaines personnes, justement, qui deviennent. Ça existe, la dépendance à la pornographie, ça existe quand même. Il y avait hier une porn star qui disait ça, puis ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Elle disait, c'est drôle ce terme-là, accro à la pornographie, parce que, mettons, quand on regarde des dépendances weird, mettons, être accro à manger du papier ou être accro à ça, on dirait pas que t'es accro à manger du papier, c'est un symptôme de quelque chose de plus grave. Si il faut tout le temps que tu restes à la maison, puis tu te masturbes tout le temps, c'est pas la pornographie le problème, c'est que t'as plus profond. Ben, C'est ça qu'il faut régler. comme toute dépendance. Ouais, la dépendance exact. au jeu. Pas la tu penses- cocaïne. Non, le jeu, c'était vraiment accro au jeu. C'est une question d'argent. Tu veux gagner plus d'argent, tu as des dettes. Ben, Pareil moi, pour la cocaïne, tu es vraiment accro à la cocaïne. Tu Ouais, mais trempes ça, si c'est t'en une as pas. substance Pareil physique. à la. Le jeu et la cocaïne. La cocaïne, c'est physique, ça crée une dépendance. Ouais. Mais le jeu, c'est dans ta tête, là, c'est psychologique. Il n'y a pas une substance là-dedans. C'est la même chose que la pornographie. Non. Je pense que c'est très différent. Moi, je pense que les gens qui sont accros Mettons- au jeu, c'est pas une question d'argent, c'est le thrill du jeu. Là. C'est le truc de l'argent. Tu fais de Souvent, l'argent. c'est le même. Souvent, c'est le Je même connais personne. personne qui fait hey, moi, je suis accro à jouer, mais tout ce que je fais, c'est gager les pinottes. Là. Ils jouent tout à l'argent. L'argent, ça fait partie de l'équation toujours. Ben, c'est l'envie de gagner puis d'en perdre puis de. Moi, tous mes amis qui étaient joueurs compulsifs m'ont toujours demandé de l'argent. Puis C'est- oui, c'est- mais tu sais, parce qu'il y a. C'est la seule façon que tu peux assouvir ton désir de Il y a jouer. une Ouais. question de risque là-dedans, une question aussi de faire la chose qu'il faut pas faire. Mais comme chose avec la pornographie, vu que c'est moralement répréhensible ou Je mal pense pas que vu. c'est. Je sais pas d'où tu viens, mais c'est vraiment répréhensible. Mais non, mais la pornographie, c'est quand même quelque chose. Là, on en parle. Là. Sauf que c'est quand même quelque chose que tout le monde consomme, puis peu de gens en parlent. Dans la société, c'est rare que tu vas écouter Penelope McQuaid à Radio-Canada, puis ça va parler de pornographie. Puis moi, je regarde ça un matin, puis tu sais, Penelope. c'est rare que tu regardes Penelope McQuaid et qu'elle va C'est dire moi. intéressant ce que tu dis. Déjà, on n'est pas obligé de. C'est une illusion que Penelope McQuaid elle décide de ce que les gens discutent. Non, mais c'est une illusion qu'on s'est dit. Mais Prends pas l'arcan. là. prends n'importe qui là, que tu veux. Là. C'est rare que dans la société, toi, tu as ces discussions-là Moi, parce je pense que. que c'est une des raisons pourquoi Paul Arcand est aussi populaire, c'est que Paul Arcand va recevoir des porn. S'il se passe de quoi dans la pornographie, il va recevoir des porn stars puis en parler. Quand Mais il se passe de quoi en pornographie tout le temps? On fait Quand juste la- pas en parler. Mettons, quand le fils à Denis Coderre a été Ouais. pris parce qu'il clonait les cartes de crédit pour pouvoir payer sa pornographie, il en a parlé. Ouais. Il en parle, Paul Arcand. Ouais, il en parle quand c'est un sujet d'actualité qui touche quelqu'un qui est dans le monde de la politique. Sauf que. Il n'y a jamais personne qui va dire Hey, t'as-tu vu hier la nouvelle vidéo d'Adriana Tchétchik qui est sortie C'est bien à la correct. radio? Là, Parce tu que sais. tu peux aussi avoir aussi un truc d'intimité. On parle pas c'est rare que moi je rentre ici dans un ailleurs un matin avec ma blonde. Wouh! Ouais. T'as quelque chose. Bon, ça veut pas dire que c'est moralement répressible. Mais c'est juste que c'est une question aussi de mœurs. Tu n'arrives pas à quelque part en disant voici comment j'ai pris ma blonde ce matin. Par contre, quand je couche avec ma blonde, je veux pas être moralement. Elle parle pas à Penelope McQuaid de comment je prends ma blonde. Fait que c'est moralement répressible. Mais non. C'est aussi une question de mœurs et de. Fair enough, Tu sais? ça c'est bon. Ouais, ça, je c'est comprends vrai. ce que tu veux dire. C'est ça l'autre truc. On n'est pas obligé de parler de tout le temps. Ça c'est vrai. Je veux dire, pas parce qu'on n'en parle pas que les médias en parlent pas. Les médias en parlent pas, mais ça existe quand même. Mais c'est clair que ça existe, Tu sais, mais les médias ne parlent pas de vous à chaque semaine. Vous êtes très, très, très puissants. Vous avez des bonnes codes d'écoute. Vous avez un studio. Très, Bien très vos puissant. affaires. Ça, c'est ridicule de dire ça, mais vous avez une certaine. Il y a des gens qui vous écoutent. Vous avez une influence. C'est hot. Maintenant, Ouais, c'est mais pas parce tu sais- que Paul Arcand ne parle pas de vous que vous Non, non, n'existez pas. non, pas du Mais tout. tu sais, Pas du tout. Puis il y a rien Puis on contre n'est vous, pas Paul Arcand. moralement répréhensible. Non. Ça, oui. Ça, c'est le bout tout. Ça, c'est le Malheureusement, mot. si vous êtes moralement répressible. C'est quand la première fois que vous avez regardé... Est-ce que la première fois que vous êtes masturbé? Avant que j'éjacule. Ah oui, oui. Ouais, il y a comme une période de genre 1 an peut-être. T'avais quel âge? Ah, tabarnak. 11 ans, 10, 11 ans. Ouais, je à dirais. peu près. Ouais. 11 ans, peut-être. Puis là, quand ça arrive pour la première fois, tu tabarnak. Puis moi, en plus, je m'étais ouvert. Qu'est-ce que c'est ça, Moi, Carlis? moi, en plus, tu sais, nous autres, on était dans une équipe de sport, OK? Puis là, Ouais. des petits gars dans une équipe de sport, Ah, ouais, ouais. là, tu sais, on en parlait beaucoup de ces affaires-là, puis tout ce qui est relatif à la sexualité. C'était pas moralement répréhensible Comme dans si- votre vestiaire. Comme si on était des experts à la matière, mais personne, tu sais, je veux dire, tout le monde était. On s'entend. Puis, moi, j'en j'avais dit au gars, puis là, que je venais pas, tu sais. Et quand moi, je faisais ça. C'est il- très beau. y a rien qui Je trouve sortait. ça tellement beau des gars d'Oza qui expliquent « Je viens pas Puis là, il y avait un gars, man, Alex Poirier, esti, il était plus vieux, genre deux. Charles Collard. Il était comme 2 ans plus vieux que moi, tu sais. Lui, il commençait à avoir du poil, tu sais, puis à devenir un homme, tu sais.
Il s'était moqué de moi, man. Il s'était moqué de moi. Il avait dit, t'es impuissant. Puis il m'avait. Hey, man. Ça m'avait tellement heurté, man. Tu t'es fait traiter d'impuissant. Je m'étais traité d'impuissant à 11 ans par un gars en pré-puberté, man. Esti. J'ai encore de la peine. C'est extraordinaire. J'adore ce moment-là dans ta vie. Wow. Moi, si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'irais pas tuer Hitler. J'irais dans ce vestiaire-là. Et je serais arrêté parce que j'ai 31 ans. J'ai pas d'enfant dans ce vestiaire. T'es garçon d'11 ans. Là, t'as une machine à remonter dans le temps. Puis tout ce que tu fais, c'est aller à Bordeaux pour des crimes sexuels. On était. Tu fais, mais je viens du futur! C'est correct. C'était toi, le gars, au bout de l'allée du vestiaire tout nu qui nous regardait de même. J'avais oublié ce gars-là. Il y en avait des fois des vestiaires, là, des messieurs. À l'Université Laval, c'est pas les vestiaires les plus clean. Ouais, on espère que ça change. Les temps changent. Je pense que oui. Il y a des gardes de sécurité maintenant qui font le tour. Ça a-tu joué que le rougeur est extrêmement populaire, ça a attiré des fonds ou pas du tout? Le rougeur, là, je parle de l'équipe de football. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'avec le succès du Rouge et Or, le programme de football a pris plus d'expansion, plus de commanditaires. Alors, tout l'aile sportive de l'Université Laval a pris... Ah oui, ben oui. Il finance les autres sports, le football. Le Rouge et Or football, c'est la vache à lait du Rouge et Or. Absolument. Grâce à... Le Super Peps, c'est 50% la ville. OK. Je dis 50, c'est peut-être pas 50, mais la ville a contribué beaucoup au Super Peps, puis l'université, l'autre partie. Là. Mais l'Université Laval, c'est vraiment le programme de football, là, tout le Rouge et Or. Nous, on faisait des hot dogs au Rouge et Or football. Let's go! Il fallait faire du bénévolat pour eux autres parce qu'ils nous amenaient du cash. Ouais, exact. Mais ouais, je me rappelle, c'est les vieux vestiaires, il y avait genre un sous-sol. Te rappelles-tu de ça? Ouais, on n'y allait pas. On n'y allait pas. Ça, mais il y avait C'était genre hanté. C'était comme un sous-sol. Il y a des gars racistes. Le sauna aussi, il fallait pas trop rentrer là tout seul. Ouais, là. le sauna, fallait pas y aller tout seul. Ouais. C'est une drôle de phrase, ça. Faut pas rentrer au sauna tout seul. Wow. Quand t'as 12 ans, là, puis tu rentres dans le sauna, puis qu'il y a une couple de bonhommes, là. Ouais. Non, tu rentres, t'allais pas. Puis là, les bonhommes, c'est qu'ils respiraient fort. Tout le monde est trop relax dans le sauna. Là. Puis nous autres, on était vulgaires pour... Tu sais, genre tellement des vulgaires. jeunes prépubères. On était tellement Mais vulgaires. moi, c'est ce qui me fait rire quand ils réinterdisent des œuvres à des enfants. Mettons, c'est 13 ans et plus, trop vulgaire. Il n'y a pas plus vulgaire qu'un garçon d'11 ans. Non. On était tellement vulgaires. Tu sais, à ce moment-là, en plus, puis ça, full circle jusqu'à la discussion tantôt sur la pornographie. À ce moment-là, tu sais, nous, mettons, pour avoir un contact avec la pornographie, ça prenait, genre, fallait que tu loads des images, là, genre, sur des T'allais sites. downloader une image sur LimeWire. C'était fucking long, là, tu sais. Puis maintenant, man, imagine, comme, dans mon cellulaire... Je suis sûr que tu pointes ton pénis. Imagine ça, là. Tout le temps, à cause de la pornographie. Mais comme, imagine, fais juste comme... Toute notre jeunesse, on aurait eu dans nos poches un instrument avec comme seule limite notre imagination. Et comme tout dans la vie, on serait passé à autre chose. C'est ce qui est particulier quand tu donnes l'accès, quand tu donnes l'accès à quelqu'un. Tu sais, il y a bien des gens qui disent moi, si j'avais un piano chez nous, j'aurais joué du piano tout le temps. Non, c'est t'aurais joué 2 semaines. Je crois que oui, il y a des gens qui virent fous. Ils ont un téléphone, ils ont un rectangle magique dans leur poche qui fait qu'ils peuvent tout le temps voir de la pornographie puis ils n'en reviennent pas. Ouais. Mais ça reste c'est rendu... T'as un spasme, t'as des problèmes. Lâche ton pénis, lâche ta vulve. Là. Il y a encore là. La sexualité, c'est différent avec bien des gens. Il y a des gens qui se masturbent 11 fois par jour, puis ça va très, très bien leur vie. Il y en a qui se masturbent 1 fois par semaine, ça va bien leur vie. C'est ce qui est malheureux dans ce discours-là, c'est qu'il y aurait une sexualité parfaite. Il y aurait une sexualité qu'il faudrait atteindre, et c'est faux. Et c'est ce qui est le fun de la pornographie, je crois. Parce qu'une des choses, si t'es un peu brillant, tu regardes la pornographie, il y a plein de catégories, il y a plein de sortes de sexualité. C'est un des messages que tu peux capter de la pornographie. C'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai. Les bonnes valeurs. C'est des bonnes valeurs, j'y crois vraiment. Je crois même que la pornographie, pour les filles, c'est même moins plate et moins dérange. Et ça fait moins de complexe que la mode. Parce que la mode, il y a un genre de fille. Un corps. C'est ça. Faut que tu aies telle dimension. La pornographie, toutes les dimensions sont là. La pornographie, c'est beaucoup. C'est inclusif. C'est inclusif, bien sûr. La preuve, c'est inclusif. Pas 8 gars, une fille. Si t'as des tentacules... C'est beaucoup plus inclusif. Je veux dire, dans l'art populaire, c'est tout le temps hétérosexuel. Si c'est homosexuel, c'est pas trop. Faut pas trop qu'ils s'embrassent. Dans la pornographie, tu sais, on oublie que la pornographie, on va faire de la pornographie. Tu sais, que c'est un petit gars et une petite fille de 14 ans, tu peux aussi voir des filles qui s'embrassent parce que toi, t'aimes ça voir des filles qui s'embrassent.
T'as pas accès à ça. Fait que c'est normal d'être excité par les filles. Moi, je croyais que j'étais pas normal. Il fallait que je sois obligé d'aimer. Il y a aussi ça, tu sais, quand tu dis, il y a des petits gars qui peuvent voir la pornographie, puis c'est obligé de voir ça. Bien des gens qui voient la culture populaire qui disent, je dois être obligé d'être hétérosexuel. Ou je dois être obligé d'avoir faire l'amour à 2. Bien des gens qui font, moi, il faut qu'on soit 4. On n'est pas 4, on n'a pas de fun. Puis il y a moyen que ta sexualité, ça soit ça. Tu peux faire l'amour à 4, tu peux faire l'amour à 8. Ça, c'est un bon point. Décomplexé. C'est un bon point. Tout à fait. Thomas, merci. On a parlé du Joker puis de masturbation. Ouais, c'est ça, that's it. Excellent. On demande aux gens de. Qu'est-ce que t'as? Plug ce que tu veux. Là. Venez à mes shows. J'ai un show le 25 janvier à Montréal, près de. C'est un samedi. Venez à ce show-là. Je vais parler beaucoup de. Pas tant que. Sais-tu quoi? J'ai pas tant de jokes de masturbation. Fait que j'ai d'autres matériels. Moi et Colin Baudrillon, on fait un show. J'ai d'autres matériels. À chaque mercredi, j'ai une soirée d'humour qui commence à partir de février à l'hémisphère gauche. Venez me voir. J'aime vraiment ça. Je suis déjà venu d'ailleurs. T'as passé une excellente soirée. Ah, yeah! Oui, j'ai passé une excellente soirée. Puis Doom puis moi, on va aller faire un numéro, éventuellement. Éventuellement, il faut que je pense. Plus PH que Doom. Je pense qu'il y en a un qui est. Moi, mon numéro, il est prêt, mais c'est toi qui as lancé. C'est comme un trip à 3. Il y en a toujours un des deux qui veut plus faire un trip à 3 que l'autre, puis l'autre embarque. Il est pas prêt, mon numéro. Mais il est pensé. Mon idée, puis je pense que c'est une bonne idée. Ah, c'est brillant, pour vrai. Ouais. Moi, l'idée de faire du stand-up me terrifie à un point ultime. Sortir de sa zone de confort, man. Ouais. Moi, ça me fait rire, cette expression-là, parce que j'ai jamais été confortable de ma vie. Moi, j'ai toujours été terrifié à un point ultime. Oui! Moi, aller à la banque, ça me terrifie. Aller à l'épicerie, ça me terrifie. Ouais, mais monter sur un stage, je t'ai vu, là. Monter sur un stage, animer une soirée, improviser avec le public, une soirée de temps, tout le monde rit, tout le monde a du fun. T'es comme un poisson dans l'eau, là. Toi, t'as juste 7 minutes à faire. Moi, j'ai l'impression que j'arriverais là, puis je serais un poisson dans le dessert du Sahara, là. Tu comprends? Fait que j'ai fourré des bitches! Ouais, je serais comme. C'est pas moi qui émette, c'est pas moi qui émette. Non, c'est pas moi. On dirait pas qui émette. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas misogyne sur scène. Dans la vie de tous les jours, je suis misogyne, mais pas sur scène. Pas sur scène, c'est correct. Puis sinon, on écoute ton podcast. Oui. Ou pas, vous êtes libre, là, vous êtes pas obligé. Si vous écoutez ce podcast-ci, j'imagine que vous aimez les podcasts. Si vous aimez Thomas, il y a un podcast qui est enregistré ici au Studio SF. Puis je veux que vous veniez. Faites le fun. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour votre invitation. Je ne le mérite pas. Et merci. Tu le mérites absolument. Merci beaucoup. Puis salut tout le monde. Yeah. Ça va être chez nous à soir, finalement. On va être plus laid back dans les différents. Puis étant donné qu'on n'a pas de game, peut-être que les games, on va les faire ici. Parce que c'est bon pour rouler puis tout. Rouler des battes. Okay. Ici, il y a des dés et des battes qui se roulent. Ou des billes. On l'appelle le roll-in studio. On roule des dés, des battes puis des billes. C'est tout ce qu'on roule ici. You see me rolling. Ça, c'est notre rime. Rollin'. Yeah! C'est juste des tonnes de roll. Rolling on a river. Like a rolling stone. To rock and not to roll. All right. Hey, t'aurais dû pogner ça, Nicole, on est en feu. Bienvenue au Sans Fil.